monsieur, bonsoir. Merci d'être de nouveau des nôtres. Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 28 mars 2023. Ce sera certainement la dernière édition de ce mois de mars. 2 thèmes, 4 invités. Évidemment, nous allons emprunter à l'actualité pour essayer de faire un point sur la réélection des membres du bureau, des bureaux au niveau du Parlement, tant à la Chambre basse, l'Assemblée nationale, où Kava Yégué Djibril a été reconduit à la tête du perchoir en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais aussi à la Chambre haute, on prend Marcel Nyadi Fendi et on recommence. Il a été reconduit à la tête du Sénat, à quelques exceptions près, des changements peut-être au niveau de quelques députés qui malheureusement sont partis. C'est le cas pour le regretté honorable Ndongo Essomba, président du groupe parlementaire du RDPC, qui malheureusement nous a quittés cette année. Et il a donc été remplacé par Roger Mélingui, ancien ministre, qui est désormais président de ce groupe parlementaire. Au niveau des bureaux également, pas trop de changements. Quelques-uns reviennent, par exemple, avec dans l'opposition Joshua aussi. On parlera de tout cela dans quelques minutes. Élection des bureaux parlement, les mêmes visages. Ce sera le premier thème. Et puis derrière, on va essayer d'interroger évidemment l'environnement socio-politique pour voir si l'après-Biya se dessine sur le plan de la gouvernance, du moins certains le pensent. On regarde un certain nombre d'événements qui se déroulent au Cameroun. Je l'ai dit 4 invités. Je dis d'abord bonsoir à Brice Djolako du RMRC. Mon frère Jupiter, bonsoir. Bonsoir également à tous ceux qui nous accompagnent sur ce plateau. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonsoir à tous mes compagnons de lutte politique, comme un rituel qui croupissent dans les camps de concentration de la dictature, qui croupissent dans les faux crémaillères de la dictature. Et le MRC, par ma voix ce soir, leur demande de tenir bon, car l'histoire est de leur côté. Merci une fois de plus de nous avoir invités. Je dis également bonsoir de l'autre côté à Albert Ribon. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est véritablement mon baptême de feu sur votre plateau. Je suis très heureux de porter la voix du PCRN. Mes premiers mots vont à l'endroit de ces populations qui ont été frappées comment on dit ça, du naufrage du côté de Dibuncha, où nous avons perdu des compatriotes. Mes condoléances aux familles attristées. Et nous souhaitons participer à ce débat et contribuer dans la mesure du possible à édifier les Camerounais sur l'actualité de notre pays et la trajectoire que nous voulons insuffler à ce pays. Je voudrais également vous dire ma joie de ces retrouvailles sur un plateau de télévision. Merci. Et je vois que peut-être Charles Elisa vous a inspiré. Vous avez un look presque identique. Bonsoir Charles Elisa. Bonsoir député. Vraiment merci d'être de nouveau là ce soir pour apporter du vôtre au débat. Je rappelle que si Albert est du PCRN, évidemment vous êtes grand conseiller, un élu RDPC dans la ville de Douala. Et puis enfin le dernier panéliste de ce soir, Mathurin Biol, bonsoir. Bonsoir député Tongo, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. On va donc prendre la transition et on rentre tout de suite dans le premier thème de ce soir. Je commence peut-être avec vous, Mathurin. J'ai envie de vous demander une forme de ouf de soulagement avec la reconduction notamment de Joshua aussi. Ça va peut-être être une porte pour rentrer dans le... En fait, je prends cet angle-là parce qu'on sait quand même le débat interne qu'il y a eu. Et si on s'inspire encore de la dernière lettre de Jean-Michel Nitieux, qui s'insurge face à cette reconduction, notamment d'abord du bureau évidemment, mais surtout de Joshua aussi. Vous dites en interne c'est un ouf. Bon, il faut dire que c'est pas vraiment un ouf, c'est que nous en avons fait effectivement discuter, mais le vice-président nous a fait comprendre que le plus important c'est pas le poste des questeurs. Le plus important pour nous c'est évidemment de préparer le congrès, de l'organiser
et de véritablement insuffler cette nouvelle dynamique que nous voulons créer, ce nouveau départ, ce nouveau SDF que nous voulons mettre sur pied pour nous conduire vers des victoires futures. Notre but, il nous l'a clairement dit, c'est de pouvoir avoir 91 députés à l'Assemblée nationale. 91 députés à l'Assemblée nationale, vous voyez clairement que ça vous donne un groupe parlementaire, ça vous donne la possibilité, n'est-ce pas, voire même d'imposer une cohabitation avec, en tout cas éventuellement, si c'est ce régime qui est toujours en place. Et c'est aussi, ça donne l'éventualité d'avoir un certain nombre de positions dans les institutions du pays. Donc, ce n'était pas vraiment important pour nous de s'accrocher à ce poste de questeur, tout simplement. Donc, nous n'étions pas forcément demandeurs, mais ça respecte tout simplement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la composition de l'Assemblée elle-même. Donc, et aujourd'hui, c'est ce qui a été respecté. Le président, le vice-président du parti, Joshua aussi, a gardé son poste de questeur. Et c'est la même chose pour les autres formations politiques qui étaient dans le bureau précédent. Donc, pour nous, ce n'est pas une victoire particulière. Ce n'est qu'un respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous préparons des victoires bien plus grandes que celle-là. Brice, vous êtes... je veux dire, vous êtes surpris, alors vous dites comme une lettre à la poste, au regard de ces reconductions-là. C'est quasiment le même bureau qui revient au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Pas vraiment une grande surprise, Dipita, parce que lorsque nous regardons des personnalités qui ont été reconduites à leur poste respectif, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de surprise là. Je prends d'abord le premier cas du très honorable Kavaï Djibri, que nous respectons tous. Je pense que si l'exécutif, M. Biya, ne voulait pas de lui, il ne lui aurait pas permis de compétir. Il ne serait pas parti à l'élection locale. Du moment où nous l'avons vu qu'il s'est représenté dans sa localité, dans son fief électoral, il était donc évident qu'aujourd'hui qu'il soit réélu comme président de l'Assemblée nationale. Et tant qu'il est là, il sera président de l'Assemblée nationale. Donc sur ce point-là, il y a une évidence. Maintenant, le problème ne se pose pas seulement au niveau de la reconduction des personnes. Il y a également plusieurs problèmes qui conviennent également d'évoquer ici. Il y a également l'état physique, l'état physiologique des personnes qui ont été reconduites, l'état physique et physiologique des personnes à qui on confie le sort de la nation, des personnes à qui on confie les hautes responsabilités qui nécessitent des réflexions à très haut niveau. Vous voyez un peu, et ce qui nous inquiète un peu, c'est à propos des évacuations sanitaires que nous avons constatées depuis un certain temps, où non seulement à l'Assemblée nationale, son chef est régulièrement évacué pour les soins médicaux, nous parlerons aussi au niveau du Sénat, c'est la même chose, même au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, toutes ces évacuations sanitaires nous amènent d'une manière ou d'une autre à questionner sur l'état physique, sur la santé psychologique de ceux à qui nous confions les hautes responsabilités. Donc, une fois de plus, ce n'est pas leur reconduction qui fait tellement problème, mais également ce que je venais tantôt de citer. Et alors, si vous vous rappelez, il y a un journal qui titrait à sa une, c'était en 2020, qu'un pays qui est gouverné par les octogénaires, ce qui est une réalité, et aujourd'hui on l'observe. À la tête de l'exécutif, nous en avons un autre. À la tête du Parlement, le législatif aussi, à la tête du judiciaire, nous en avons. Donc ça pose un réel problème. Et lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur l'histoire, ou alors les histoires politiques de plusieurs pays, même en Occident, ou alors donc du côté de l'Est de l'Europe, où certains ont l'habitude de prendre comme un exemple, nous nous rendons compte qu'il n'y a qu'à l'Est soviétique, le dernier gouvernement, le dernier régime d'octogénaire que nous avons vu, ou alors donc que l'histoire nous enseigne, date de l'Est soviétique. Il n'y a qu'au Cameroun aujourd'hui qu'on observe encore ces octogénaires à qui on confie le sort de la nation. Donc je voudrais en un mot comme en mille vous dire que leur reconduction était évidente du moment où on a permis que les mêmes personnes soient allées à l'élection et que vraiment il y a beaucoup de choses à questionner, notamment sur l'état physique, l'état psychologique et la capacité à gouverner. D'accord.
Albert, en contraire, je vais vous poser la question contraire à celle que j'ai posée à Mathurin tout à l'heure. Vous vous dites un peu déçu de ne pas être rentré notamment dans le bureau de l'Assemblée nationale et toujours au regard de l'actualité du PCRN parce que dans l'ambiance, on se disait la démission de Jean-Michel Nitieux comme militant du SDF aurait peut-être pu avoir un impact, une incidence au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes déçu de n'avoir pas... Déçu, oui, mais pas simplement pour le poste. Parce que notre position dans les institutions ne vise pas simplement à glaner des postes, mais c'est pouvoir insuffler véritablement une amélioration dans le fonctionnement de ces institutions. Ce qui nous déçoit le plus ici, c'est la violation flagrante de la loi. Et je suis un peu surpris que mon ami du SDF ne daigne pas faire cas de cela, parce que je pense que tout le monde connaît les textes. Le SDF a perdu un militant et que cela n'ait pas été pris en compte dans la répartition des sièges, cela constitue rien de moins qu'une violation, une de plus, de la loi au sein d'une institution forte comme le Parlement. C'est assez dommage. Mais nous n'allons pas rester dans un débat juridico-juridique pour ne parler que des textes. Il faut voir derrière quels sont les enjeux qu'il y a autour de cette violation flagrante. Pourquoi on en arrive à refuser à un parti qui a un droit, parce que la place de questeur est un droit, ce n'était pas une faveur, que l'on refuse cela de manière aussi flagrante. Il faut comprendre derrière les enjeux. Mais les enjeux, c'est simplement à savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un questeur au fond? Parce que c'est là où ça se joue. Je pense que le débat s'est enflammé dans différents plateaux, mais les gens n'ont pas pris la peine d'expliquer quel est le rôle du questeur au sein du Parlement. Le questeur, c'est un élu, c'est un député qui joue un rôle dans l'élaboration des budgets de l'Assemblée nationale, dans le suivi des dépenses liées au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, lorsque l'on dit exactement ce qu'est un questeur, on peut comprendre où sont donc les enjeux. Pourquoi le RDPC a refusé de donner cette place au PCRN et que le SDF lui l'ait pris de façon honteuse, ça il faut le dire. Parce que je pense que pour un parti qui se veut républicain, qui se veut droit, il aurait dû, pas par élégance, mais par respect de la légalité, refuser ce poste parce qu'il doit reconnaître que... De l'enveloppe budgétaire. Bien sûr, c'est parce que le SDF pourrait s'accommoder lui plus facilement des micmacs qu'il y a au sein de cette institution-là. Et nous, au PCRN, on connaît notre rigueur dans le fonctionnement des institutions. Et on ne veut pas effectivement nous donner cette place-là parce qu'on sait que nous n'allons pas arrêter de dénoncer ce qui ne marche pas. Donc, il faut le dire, que tout le monde le comprenne. D'accord ? La question, les gens ont, comment on dit, déplacé le débat sur des avantages liés à ce poste. Mais ce n'est pas ça l'engagement que nous on a. Quand nous on décide de participer aux institutions, c'est pour qu'elles aient un fonctionnement normal. C'est pour que le Parlement puisse avoir le rayonnement qu'il a. Pour le moment, on n'y est pas, mais nous prenons acte et nous appelons simplement les Camerounais à témoin de comprendre que cette institution s'est véritablement tournée vers d'autres objectifs qui ne consistent pas à établir un état de droit. Charles Lisan, je veux dire que pour vous, quelles sont les dynamiques qui ont participé à la reconduction, j'ai failli dire intégrale, notamment d'abord au niveau de la présidence, mais également en termes de constitution des membres du bureau, de ces différentes instances au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale? Bon, tout d'abord, permettez-moi de dire à M. Ebongue que le rôle d'un Parlement, c'est de légiférer sur les lois et contrôler l'action gouvernementale. Les petites batailles de postes de questeur et autres, vraiment, ça n'est pas le rôle d'un Sénat ou d'une Assemblée. Et ça me gêne même. Bon, il peut être content, il peut boire du petit lait.
quand l'opposition s'est déchirée. Oui, oui, qu'est-ce qui passe les bagarres entre eux là-bas pour un petit petit poste. Moi, ça m'amuse, mais bon. Soit. Nous, on n'est même pas trop intéressés. Moi, j'avance. Donc, deuxième chose. On a beaucoup plus d'ambition que les postes de questeurs. Juge aussi n'était même pas demandeur. Je vais expliquer pourquoi. Il n'est pas demandeur, mais il accepte qu'on viole la loi. La loi n'a pas été violée. Je vais expliquer pourquoi. Elle a été La loi n'a pas été violée. Je vais expliquer pourquoi. Ah, ben écoutez vos explications. Charles, il a la parole. Oui, écoutez. Allez-y. J'aime ça. Vous êtes prêts à leur donner votre temps de parole aussi? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit. Et puis, je voudrais aussi dire aux représentants du MS que dans la culture bantou, mon éducation, ça me gêne de parler de la santé des Dipita, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je venais, que je traîne avec moi les médicaments, il m'avait donné une astuce pour me faire soigner ma dent. J'en ai pas si vieux que ça par rapport à ceux qui annoncent comme vieux, mais je suis malade. Donc, pour dire que trouver que les gens sont malades, les évacuations sanitaires et tout, c'est tout simplement... Non, Charles Elie, je disais... essayons d'organiser la prise de parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous allez noter... Donc, je voulais donc dire que l'état physique, état physiologique, vraiment, ce n'est pas intéressant. Et pour clore ce débat, je répondais à quelqu'un que les structures sont organisées de telle manière que l'absence d'une personne ne mettra pas en cause toute l'organisation. Il y a un président, il y a un premier vice, il y a un deuxième vice, il y a un troisième vice, ainsi de suite. Sauf si par aventure, nos amis du MSC, qui voient de loin, avant tout le monde, estiment que tout le monde va mourir au même moment. C'est-à-dire le président et tous les vices vont mourir, et tout ainsi de suite. Donc, ça, c'est les détails. Vraiment. Maintenant, quelles sont les dynamiques qui ont poussé à ce que... vous savez, depuis en politique, il y a 3 choses qu'il faut toujours respecter. Et c'est ça qui manque à beaucoup d'entre nous, nous, jeunes qui entrons en politique. 1. Respecter les idéaux et l'idéologie, surtout du parti dans lequel on est. 2. La fidélité. 3. La loyauté. Ce sont des choses que vous verrez, ceux qui sont de la trempe de Paul Biya ne s'amusent pas avec. Et dans le monde politique du Cameroun, vous avez Paul Biya, vous avez Frundi, vous avez Bello Bouba, vous avez cette classe que j'appelle les Mohicans, qui ont une certaine manière de voir les choses et qui font toujours avec ceux qui étaient avec eux dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça la politique. Vous ne verrez jamais celui qui a le pouvoir dans un pays laisser les gens avec qui il a combattu, les gens avec qui il est monté pour arriver. Ça, c'est d'abord le choix, disons, sentimental. Maintenant, il y a le choix politique dans le sens où, lorsque vous avez Kavaye Djibril, qui depuis 70 est élu député, il ne sert à rien de venir dans un plateau de télé demander à ce qu'il ne soit plus président de l'Assemblée. Il faut plus aller le battre à Tokombéré, où il est candidat. Puisque chaque fois qu'il sera élu, forcément, pour lui faire de lui. Et le même message, je le donne à mes camarades même du RDPC, qui estiment qu'il a 1 million là-bas, pour lui dire que empêchez-le de gagner, empêchez à Kavaye de gagner. Donc maintenant, vous avez Niat. Mais quand même, je suis toujours amusé de comprendre quand les gens estiment que au Sénat, mais je faisais un petit calcul en regardant un peu tous certains pays européens, africains, en termes de ceux qui dirigent le Sénat. Je n'ai vu personne qui a 70 ans. C'est 70 à mon temps. Je parle bien du Sénat. Que ce soit en France, en Allemagne, c'est-à-dire, les gars ont toujours 70 à mon temps. Pourquoi? Parce que j'ai souvent dit à certaines personnes que le Sénat est un peu comme le conseil des sages. C'est ceux-là qui, avec un background administratif, politique, social et tout, qui arrivent à un certain niveau et comprennent qu'en deuxième lecture, ils vont lire les lois qui viennent et qui ont été débattues au niveau de l'Assemblée. Vous n'avez qu'à voir en France avec la réforme des retraites. Le tohu-bohu qui s'est passé à l'Assemblée, avec ce qu'il y avait, et les gifles, et les arrêts de session, et tout. Quand c'est arrivé au Sénat, c'était plus soft. Or, le Sénat est aussi composé et de ceux du parti de Macron et ceux de l'opposition, mais c'est plus soft. Donc, pour dire à ceux qui nous écoutent que, qu'est-ce qui a motivé? Ce qui a motivé le président Biya, par exemple, c'est clair. Il a le parti la continuité. Il a le parti majoritaire dans les 2 chambres. Alors, ça ne discute à personne que c'est le RDPC qui doit avoir l'un des présidents. Maintenant, le président est dans sa stabilité, dans sa continuité et dans son efficacité. Et pour terminer, il ne faut pas que les gens confondent entre l'élection d'un bureau lorsque la session s'ouvre et l'élection du bureau lorsqu'il y a un nouveau mandat. Parce que les gens ne comprennent pas beaucoup de choses là.
le Sénat actuel et l'Assemblée actuelle sont entrés en session ordinaire annuelle comme d'habitude. C'est vrai qu'en temps, il y a eu une élection sénatoriale. Ce n'est pas la même chose. Parce que certains se disent que mais pourquoi est-ce que Niata a été nommé, il n'a même pas été candidat. Non, il faut bien faire ce distinguo à notre sénateur qui écoute pour lui faire comprendre que chaque année, la Chambre basse et la Chambre haute doivent renouveler ceux qui sont au perchoir pour leur confier une fois de plus leur confiance et que le travail continue. Entre-temps, c'est le doyen d'âge et le carré d'âge qui gère l'institution en attendant la désignation d'un nouveau bureau. Donc voilà ce qui a motivé au niveau du RDPC ceux qui sont aujourd'hui à la tête des deux chambres, la basse et la haute. Mathurin, oui. Je vois que vous voulez réagir. Oui, je vais réagir au propos de mon frère et ami Albert Ebongué. Donc je voudrais lui dire qu'en réalité, et nous en avons effectivement débattu, nous étions très sereins. Nous étions sereins parce que nous savons qu'en fait rien n'a changé. Lorsque nous avons, n'est-ce pas, été élus à l'Assemblée, je veux dire les députés du SDF, il y avait 5 députés, il se trouve que, n'est-ce pas, le siège du député appartient à un parti politique. C'est plutôt maintenant la fonction qui appartient à un individu. Ça veut dire que quelqu'un démissionne, s'auto-exclut du SDF, ça n'empêche que le siège reste le siège du SDF. Non, je continue, s'il te plaît. Non, il s'est auto-exclu. Comment tu peux dire que c'est exclu? Comment tu peux dire que vous êtes militant du SDF? Oui, il a été exclu avec Où est la notification? Où est la notification? Il a été il s'est auto-exclu du SDF. Et ça a été constaté par une résolution du NEC. Moi, je te donne l'information. Tu me dis qu'il a été exclu. Il y a une notification. Laquelle? Je te disais donc qu'il s'est auto-exclu du SDF. Donc, et lorsque, du fait de ce que le mandat impératif est nul, n'est-ce pas, pour un député dans la Constitution, dès lors qu'on est élu député, on est député de la nation. Mais il se trouve que le siège qu'on occupe, c'est le siège d'un parti politique qui appartient à un parti politique. Et le SDF n'a pas perdu ses sièges à l'Assemblée nationale. Il continue à avoir les 5 sièges. Donc de ce fait, dans le bureau, s'il fallait donc étudier, il fallait donc respecter cette composition-là, et du fait aussi de notre ancienneté dans l'Assemblée nationale, on gardait le poste de questeur et Cabral Libi gardait son poste de secrétaire. Moi, je suis même étonné qu'un communicant du PCRN insiste sur la question, parce que moi, je pensais que Cabral est suffisamment... En amitié avec vous? Oui, suffisamment... Non seulement qu'il est suffisamment... Attendez, non, je n'ai pas parlé d'amitié, je dis qu'il est suffisamment informé, n'est-ce pas, de ces choses-là, qu'il les maîtrise convenablement et qu'il aurait dû expliquer à ses militants que voici... Le nom de Cabral, voilà, c'est ça que ça m'étonne. Parce que je me demande où est-ce qu'il a eu ces informations qui sont pour la plupart, ou toutes ces informations, elles sont erronées. Il ne connaît pas d'abord comment est-ce que les décisions ont été prises au sein du SDF et maintenant il prend les positions pour le compte de son parti qui m'étonne. Parce que je sais quelles sont les amitiés que nous avons avec le PCRN. On ne viendrait pas à se battre, n'est-ce pas, autour d'une table pour un poste de questeur ou pour un poste je ne sais pas de quoi. Notre ambition, je le dis, Joshua l'a clairement établi dans nos groupes de travail. Il nous a clairement dit que notre ambition, c'est d'avoir 91 députés à l'Assemblée nationale. Et 91 députés à l'Assemblée nationale, ça donne combien de postes de questeurs? Ça donne combien de postes de secrétaires, et ainsi de suite, le groupe parlementaire. Donc, et avec tout ce que ça peut entraîner comme exigence de travail ou bien comme devoir auprès des populations. Donc, un poste de questeur, ça ne nous intéressait véritablement pas. Et c'est ce que nous avons depuis cette mandature. Donc, je pense qu'on ne va pas insister plus que ça sur cette question-là. Albert? Non, je suis simplement un peu dépassé. Alors, vous avez quelqu'un que vous dites, on est amis, d'accord, on lui donne un poste qui serait revendiqué par l'ami, qui ne vous intéresse pas, mais vous le prenez quand même au détriment de votre ami. C'est pour ça que je dis, je continue de dire, c'est ici que j'apprends que Cabral était intéressé. Je continue de dire que nous avons induit il y a quelque temps, même au sein de l'opposition, un véritable débat pour comprendre quelles sont les dynamiques des leaders de l'opposition. Parce que Charles-Élise en dise qu'il boit du lait après parce qu'il me voit aller à l'encontre de mon frère et ami Mathurin. Mais ça le regarde. Nous, on est dans une dynamique de construction d'un véritable État démocratique
une société de droit, où lorsque vous méritez quelque chose, que cela vous revienne, que cela ne continue pas à être résolu dans les couloirs, dans les amitiés qui ne profitent pas finalement au peuple. C'est ça la chose. D'accord? Donc moi je veux bien qu'on soit amis, mais je veux que dans notre amitié, il faut être capable de garder aussi, comme me permet de garder aussi une chose. Si un député du PCRN démissionne aujourd'hui de votre parti, vous avez votre jeune ami ici, ancien maire, Espoir Bion, il a démissionné. Non, il n'est plus du parti. Ici, il ne porte plus la casquette du PCRN. On considère toujours que le PCRN a tel nombre de conseillers municipaux. Dans un faux débat. On continue qu'il a tel nombre de conseillers municipaux. Et c'est la même chose à l'Assemblée nationale. Même si un député vient à démissionner de votre parti et qu'il rejoint peut-être un parti de l'opposition. Il y a par exemple le parti, je vous en prie, il y a par exemple le parti de mon ami Diolaco. Si peut-être celui qui s'est auto-exclu du SDF rejoignait sa formation politique, est-ce qu'on dirait que ce parti politique a un député à l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc vous ne pouvez pas prendre les choses comme ça, dire que si celui qui s'est auto-exclu et qui est député à l'Assemblée nationale, s'il prend la casquette par exemple de l'UNDP, on va dire que l'UNDP maintenant a tel... On va écouter. Mathurin, vous n'avez plus le camarade de Nietzsche. Mais on a le siège. On a le siège. Je peux finir. Le siège est celui que nous avons. Le camarade Nietzsche n'est plus dans vos rangs. Donc on ne peut plus le compter parmi le SDF. Je ne sais pas pourquoi vous voulez nous aider. Non, le S n'appartient pas à SDF. Et contrairement à ce que vous dites, on n'est pas député du parti. On est élu de la nation. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez d'abord dit qu'on est élu du parti. Non, je veux dire à ça. J'ai dit qu'on est investi. Permettez-moi de... Je veux dire à M. Zang que les idéaux de valeur qu'il vient défendre ici, de loyauté, mais je ne sais pas de tout ce qu'il dit, qu'est-ce que le peuple a derrière tout ça? Vous dites comment est-ce que vous fonctionnez avec votre leader? Quelle est la symbolique qu'envoie la reconduction de ces deux personnalités à qui je souhaite une santé de fer? Qu'est-ce que les Camerounais qui travaillent, qui aspirent eux aussi à apporter leur contribution à la construction de ce pays en accédant parfois à des postes, qu'est-ce que cette symbolique marque? Elle marque tout simplement que vous avez embrigadé la scène politique et vous voulez la gouverner tout seul. C'est ça que ça dit. Vous avez sédimenté les postes. D'accord? Même le rêve n'est pas permis. Je ne sais pas si en vous amusant, M. Dipita, ou même en voyant les enfants jouer, est-ce que l'un s'est amusé à vous dire un jour, je rêve d'être président de l'Assemblée? C'est des postes qui n'existent pas, même dans l'imaginaire. C'est simplement pour dire aux uns aux autres qu'il faut arrêter de rendre le discours, de l'embarquer dans des contextes qui n'aident pas le Cameroun. Quand STV et Carte sur table ouvre son plateau, c'est effectivement pour que les gens, les uns et les autres comprennent où va notre pays. D'accord. Et alors, au-delà des... Vous ne nous aidez pas avec ces nominations, parce qu'elles envoient un mauvais signal. Elles ne donnent pas envie de se battre. Elles ne donnent même pas l'espoir qu'en faisant mieux, on peut arriver à quelque chose. Merci Albert. Je vous en prie. Alors Brice, au-delà des individus, au-delà des acteurs, essayons de parler de ces deux institutions. Est-ce que la reconduction, tout au moins, des deux bureaux peut avoir une incidence, un impact qui s'est peut-être dans la continuité sur le fonctionnement normal des institutions, quelles sont sur la vie quotidienne des Camerounais? Oui, votre question est très très bienvenue. Mais il faut savoir une chose. Si le gouvernement voudrait une alternative, il n'aurait pas maintenu les mêmes gens. Il faut qu'on comprenne de façon sincère qu'il s'agit là d'une logique de continuité. Donc en fait, si les Camerounais ont été habitués à souffrir, ils continueront à souffrir. C'est de cette question qu'il est très très important de débattre. Vous voyez, Charles Yézan dit tantôt ici que l'Assemblée nationale a deux rôles. Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Ceux qui sont là peut-être pour discuter des postes, est-ce que c'est ça
est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'on devrait aller à l'Assemblée nationale uniquement pour le partage des postes? Mais Brice, Albert, non, j'ai été coupé. J'ai été coupé. Albert, je ne vais pas vous laisser faire la Parce que politique. vous allez nous laisser débattre. Non, je vous laisse Laissez-nous débattre, mais j'ai été coupé en toute Laissez-nous débattre. Laissez-nous débattre. On n'est pas dans ces logiques. Non, je ne prendrai pas. Vous ne prendrez je pas vous en mon temps prie, de non. parole. Je ne suis pas dans votre jeu. J'ai été coupé pendant longtemps et puis il n'y a pas eu le feu. Albert, s'il vous plaît. Oui. Vraiment, c'est un élément sur lequel j'y tiens. Ok, On ne prend la parole que lorsque je la donne. ok. Je peux de temps en temps laisser faire, dans une prise de parole, susciter une relance d'un autre panéliste, mais vraiment, laissons les uns les autres se déployer. Et que ce soit la même règle pour tous. C'est moi qui l'établis les règles. Ok, ah ben écoute, Et je qu'elle soit vais- juste. Bon, vous allez à la fin de l'émission apprécier de la justesse ou non. De la justice, je veux dire des J'étais règles. disant que l'Assemblée nationale ou alors le Sénat, les deux ont deux rôles. Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Parmi les deux rôles que je venais de citer, il n'est inscrit nulle part que l'Assemblée nationale a également pour but de partager des postes. Si par exemple un député arrive à l'Assemblée nationale et n'est pas conscient de ses missions essentielles, ça veut dire qu'en réalité il est là par effraction. Il faut le savoir. Lorsque vous avez posé la question tantôt à savoir est-ce que la reconduction de ces personnes peut avoir un impact sur la vie de la nation, sur la vie de la population, je dis absolument non. Si on voudrait avoir l'impact sur la vie des populations, il fallait plutôt passer à un renouvellement. Renouveler voudrait dire quoi? Nous avons une population en 2020, les statistiques nous montraient que l'âge moyen était d'environ 19 ans. Mais lorsque vous avez des hautes personnalités qui sont d'une manière ou d'une autre au troisième âge, est-ce qu'ils peuvent être capables Est-ce que l'âge problèmes? détermine vous Oui, justement, à un certain âge, Joe Biden a monsieur quel Dupita, âge? il n'est plus possible. Il a 20 ans. Il n'est plus possible de comprendre. Brice, Oui. je ne voudrais pas être péjoratif ou indécent sur les questions, mais je veux dire que quand on regarde l'environnement des acteurs politiques au Cameroun, y compris dans l'opposition, si on fait moins d'âge, si on les classe par âge, est-ce que vous pensez que vous serez exempté de cette classification? C'est justement parce que nous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. Je disais tantôt je vous laisse poursuivre. Je disais tantôt que pour une population où en 2022, nous avions les statistiques qui nous montraient que l'âge moyen était de 19 ans, il est incongru, il est incompréhensif que nous ayons des personnes de troisième âge qui sont censées résoudre des problèmes des personnes qui, en majorité, ont 19 ans. Mais selon quelle, Qui en moyenne. selon quelle conclusion scientifique? Oh oui, justement, parce que vous devez savoir, qu'est-ce à qui un fait moment... qu'une personne de 80 ans ne peut pas apporter des solutions? On a pris un cas simple, je veux dire. Le parallèle n'est peut-être pas établi, mais je veux dire qu'il y a quand même, en termes de dirigeants dans le monde, ceux qui sont à l'exécutif à un certain âge bien avancé. Regardons ceux qui entourent ceux-là, si vous me permettez la tautologie. Prenez par exemple la Tunisie, où le président a un âge avancé. Mais qui est secrétaire général à la présidence? Quel est son âge? C'est un monsieur de moins de 55 ans. Chez nous, quel est l'âge du secrétaire général? Le secrétaire général. Regardez par exemple le président du Parlement tunisien. En venant à cette émission, je l'ai bien préparé, en visitant également quelques institutions à l'international. Et j'ai compris qui sont ceux qui dirigent ces institutions, qui sont ceux qui sont agrafés autour des institutionnels pour leur permettre de prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas le cas ici au Cameroun. Alors, je disais tantôt que vous avez vu l'Assemblée nationale depuis la crise du Nord-Ouest. Est-ce que l'Assemblée nationale, dans ses missions régaliennes, a pu mener une mission d'enquête là-bas? Je pense que non. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de la Covid, il n'y a qu'un seul député à l'Assemblée nationale, l'honorable Nietzsche, qui a décidé de dénoncer les malversations de ceux qui ont géré les fonds alloués à la Covid. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de la construction des grands travaux, quel a été le rôle de l'Assemblée nationale? Quel a été le rôle des députés qui siègent à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la gestion de ces fonds? Je pense qu'ils ne se sont pas suffisamment mobilisés pour montrer aux Camerounais qu'en réalité, nous sommes là pour contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'en fait, ce que l'honorable Nietzsche a fait tantôt, en ce qui concerne la gestion des fonds Covid, c'était le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est ça
l'une des missions des députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour le partage des postes. Alors, si pendant plus de 40 ans, pendant plus de 35 ans pour certains qui détiennent des postes à l'Assemblée nationale, la population n'a réellement rien récolté en ce qui concerne leur action au sein de cette institution, ce n'est pas aujourd'hui où ils sont reconduits au même poste, même responsabilité, où ils ont été élus dans les mêmes conditions que leur élection ou alors leur reconduction devrait avoir un impact sur la population. Ne rêvez absolument pas. Et là, mon frère Charles Élysand de l'autre côté a dit tantôt ici que voyez-vous, le MRC donne toujours la leçon en ce qui concerne la matière. Mais c'est tout à fait normal. Le MRC est un parti de l'opposition et le rôle du parti de l'opposition n'est pas seulement la conquête et l'exercice du pouvoir. L'opposition est un contre-pouvoir. L'opposition joue le rôle de chien de garde de la société. Donc c'est tout à fait normal que si, de votre côté, vous ne parvenez pas à gouverner, que nous dénoncions votre mauvaise gouvernance, que nous dénoncions votre mauvaise ou alors votre incapacité à gouverner. C'est le rôle de l'opposition. Donc, M. Charles Élysand, ne soyez pas surpris qu'à tout moment que nous serons dans ce relent-là. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas au pouvoir. Attendez, en 2025, quand vous allez passer à l'opposition, quand le MRC sera au pouvoir, vous allez jouer le même rôle que nous jouons aujourd'hui. Mais sauf que peu sont ceux qui le joueront. Parce qu'en réalité, vous avez les mains trempées. Vous êtes trempés dans la gabégie. Vous êtes trempé dans tout ce qui est de mauvaise gouvernance jusqu'au cou. Donc il n'est pas possible que vous nous retrouvez à notre place en 2025 et jouer le rôle que nous jouons. Je voudrais rappeler que le mandat tout au moins de Marcel Niat peut s'apparenter comme un mandat de transition. Hein. Je veux dire, le mot est peut-être excessif, mais il est clair qu'avec le renouvellement récent du Sénat, l'élection de nouveaux sénateurs, en attendant de 70 nouveaux sénateurs, en attendant... La session de droit, c'est le 11. Le président l'a nommé avant. En attendant dans la semaine, probablement que le président de la République nomme les 30 autres. Niat va rester au perchoir. Alors, Charles Élysand, est-ce que vous, ces changements-là en interne, vous ne vous dites pas aussi, d'une certaine façon, ça ne suscite pas une forme je veux dire, c'est toujours pénible de continuer avec les mêmes, un peu comme cette machine qui a été montée, qui a été installée, qui fait de la routine tous les jours, adopted, tout au long de... Est-ce qu'en interne, ça ne tue pas ce génie de création, de créativité, de proposition? Député, en une minute. D'accord. J'ai suivi ici le représentant du MRC traiter M. Kais Saïed, le président tunisien, de vieux. Kais Saïed est né le 22 février 1958 à Tunis. À ce moment, il a 65 ans. Maurice Kamto, qui est jeune pour vous. Vous avez l'art, excusez-moi, vous avez l'art de détourner les paroles. Brice. Notez. Il a noté tout à l'heure. Sauf que la dernière fois, vous ne m'avez pas permis encore de revenir sur certains points. Vraiment, vous avez le temps de parler comme vous voulez. Moi, vraiment, vous voyez, on perd en secondes sur des principes élémentaires de débat. Voilà. Kais Saïed est né le 22 février 1958 à Tunis. Maurice Kamto est son aîné. Il est né le 15 février 1954. Mais vous trouvez qu'il est plus jeune que le président tunisien. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Brahim Bouderbala est le président du Sénat tunisien. Il a 71 ans. Je vais continuer. Xi Jinping a 71 ans, président chinois. Lula, Brésil, a 78 ans. Alassane Ouattara a 81 ans. C'était le détail que je voulais vous donner. Maintenant, je voudrais dire à mon ami Ebongue que je lui ai toujours dit que petit frère, parce qu'il est mon petit frère, et lui il a dit ici que c'est son baptême de feu et tout, que lorsqu'on vient communiquer, c'est pas toujours ça. C'est pas bon. Et quand vous prenez toujours le peuple en témoin, quand vous me demandez quel est l'impact que l'élection de Niat et de Kavaï a sur le peuple, vous voulez que vous disiez quoi? Je vais vous demander donc, quel est donc l'impact de la nomination de Moïsi au Conseil supérieur de la sur le peuple. Vous allez me répondre quoi? Mais il y a parfois les questions
C'est-à-dire, vous-même faites partie de tous ces couloirs, vous avez parlé des couloirs Je peux vous répondre. Hein. Non, après. Mais je peux vous répondre. Non, après. Non, laissez-vous n'avez pas me répondre, parce que c'est des questions rhétoriques. Vous m'avez indexé. Vous prenez des notes comme moi. Non, non, je suis pas obligé de prendre des notes comme vous. C'est une question périphérique. C'est difficile, putain. Non, vous m'avez indexé. Vous vous indexé quand vous prenez la parole, j'ai noté. Albert, Aïe. vous allez certainement répondre, mais seulement quand vous aurez droit à la parole. Vous avez un cahier avec un stylo. Allez-y. Voilà. Donc, et puis ils ont souvent cette air dédain là, pour la politique des couloirs. Donc, c'est le SDF qui fait des couloirs. Mais Ngoïsi a été nommé membre suppléant du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas les couloirs. Et le couloir. Bon, elle a été nommée parce qu'elle mérite. Quand on nomme celui du SDF, il ne mérite pas, c'est le couloir. Donc, ce sont ces petits détails-là qui font que je voudrais qu'on avance. C'est ça. Au niveau du... Bon, alors même plus bas. Au niveau je vous ai dit grand conseiller, la comité Ben de Douala, tous les partis d'opposition qui sont dans l'organe délibérant ont des postes au niveau des commissions. Tous, y compris sa camarade du PCRN. C'est normal. Mais demain, il nous dira que le camarade de mon frère Biol, qui s'appelle Gualem, a bénéficié des couloirs, alors qu'il a aussi sa camarade qui est membre d'une commission comme moi, mais elle n'a pas bénéficié des couloirs. Donc, ces petits détails-là. Et puis, pour demander que le fait que Zhang soit président de commission apporte quoi au peuple camerounais, je veux aussi demander que le fait que ta camarade soit membre d'une commission apporte quoi au peuple camerounais. Rien d'autre, ça va. Mais maintenant, pour revenir à notre question qu'on va poser, je suis du RDPC. Vous savez, depuis tard, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que ayons les ambitions de nos moyens. Ayons aussi les moyens de nos ambitions. Si Zhang s'assoit aujourd'hui et rêve être président de l'Assemblée nationale, il faudrait donc que Zhang sache qu'il doit d'abord être député à Douala 2e. Non, pas Douala 2e, c'est le municipal. Il devait être député de Vouri Sud en 2025. Et pour être député à Vouri Sud, il faut que le RDPC m'investisse. Si c'est les investitures, ou alors que je gagne les primaires, si c'est les primaires. À partir du moment où Zhang devient donc député du RDPC à Vouri Sud, il faudrait bien que le RDPC en tant que parti ait envie de faire de moi, parce que je suis dans un parti politique, président de l'Assemblée. Donc, si j'ai un camarade à moi qui veut être président du Sénat ou de l'Assemblée demain, il faut bien qu'il s'asseye et qu'il comprenne qu'il doit d'abord travailler au niveau des collectivités territoriales, au niveau des conseils régionaux et des conseils municipaux, qui sont le collège électoral qui vote les sénateurs, et travailler cela. Puis c'est pour les députés qu'ils soient d'abord députés. Donc moi, à ce qui me concerne, je ne fais pas des rêves fous. J'ai été président de session OJ, 2 mandats, président de section OJ, aujourd'hui président de section RDPC. C'est par escalier, on évolue. Donc au niveau interne, ceux qui estiment qu'ils voudraient occuper certains postes, alors ils ménagent dans leur monture pour arriver à bon port là où ils veulent aller. Donc, et le génie, monsieur le député, le génie d'un militant d'un parti politique ne s'observe pas seulement et ne se demande pas seulement quand on occupe un poste de responsabilité. Le génie d'un militant, c'est le travail qu'on fait au quotidien. C'est le travail que vous menez pour animer, pour faire rayonner votre parti dans la circonscription où vous êtes. Et le parti devra être reconnaissant envers vous. Les étincelles commencent lorsque vous bossez et que le parti ne soit pas reconnaissant envers vous. Il est quand même inadmissible de voir Mathurin Bion dans une circonscription travailler et le jour des investitures, prendre quelqu'un qui est venu par la toiture 2 jours avant et faire de lui candidat à la place de Mathurin. C'est là où les étincelles commencent. Mais si le parti respecte donc le fait que Mathurin travaille, ou alors que Zhang travaille, il faut qu'on avance. Et je voudrais donc ici, sur ce plateau, nous qui sommes, disons, entre guillemets, les jeunes au niveau politique, qu'on se comprenne et qu'on sache qu'il y a certaines valeurs qu'on doit développer et certaines reconnaissances qu'on doit avoir. À partir du moment où j'estime, j'avais toujours quelqu'un dans le MSC que je respectais beaucoup à Douala Premier, Paul Eyoum. Il le sait. Paul Eyoum, dans le MSC à Douala Premier, c'est un gars à qui moi j'ai fait la cour pour lui dire, gars, qui là-bas vient. Bon, il m'a peut-être suivi, mais sans venir là où moi je suis. Donc, et quand des gens ont des forces, il faut le reconnaître sur le terrain. Et là, les partis politiques gagneraient à faire donc investir ceux-là qui travaillent sur le terrain, qui ont des forces sur le terrain, mais généralement, ce n'est pas toujours ça. Vous verrez par exemple, dans le cadre du parti de mon ami, où j'ai vu mon frère Christian Djokongo pleurer à 2 jours de la liste des investitures des députés, être enlevé à la place où il était pour mettre Nouran, qui lui l'estime qu'il est venu après lui. C'est des petits détails qu'il faut voir. Même dans le RDPC, ça arrive. Où vous avez quelqu'un qui bosse. Et le jour des investitures, vous avez quelqu'un qui sort de nulle part, qui se retrouve devant vous, sachant que quand on fait la proportionnelle, vous pouvez être cisaillé et lui, pardon.
En ce qui nous concerne, le RDPC, nous, on travaille. On fait confiance à la haute hiérarchie. Mais tout ce qu'on demande à la haute hiérarchie, monsieur le député, c'est que respecter les forces et les compétences des uns et des autres sur le terrain. C'est tout ce que je demande. Albert, vous vouliez donc répondre? Non, en fait, je vous aurai la parole. Je me sens très mal à l'aise quand les militants du RDPC donnent des leçons aux autres partis. Parce que ce n'est pas un parti modèle. Il dit que le parti doit pouvoir être reconnaissant d'une certaine méritocratie. Mais il faut se rendre à l'évidence que depuis 3 décennies, aucun militant n'a eu la compétence suffisante pour prétendre remplacer celui qui est là. Il faut que le discours cesse d'être des débats politiciens de politique. On n'est pas ici pour venir montrer qu'on sait parler ou qu'on est en politique avant les autres. Il faut porter un discours qui fait que la nation puisse avancer. Et moi, je peux comprendre l'attitude de Brice lorsqu'il dit que le débat, c'est pour les postes. Mais Brice, il faut être conséquent envers toi-même. Tu as fait le reproche tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce que le Parlement ne s'est pas penché sur la question du NOZO. Pourquoi il n'y a pas une commission d'enquête parlementaire qui n'est pas descendue? Mais tout simplement parce que c'est les présidents des commissions et les présidents des groupes parlementaires qui induisent l'ordre du jour au sein de l'Assemblée nationale. Donc quand vous n'y êtes pas, il n'y a pas d'ordre du jour qui puisse tabler sur cette question-là. D'accord? Donc la posture au sein des institutions donne la primeur, non seulement de l'information. Donc nous sommes en train de parler ici de questeurs. Nous, ce n'est pas tellement les postes ou les accessibles ou bien les avantages liés à cela, mais c'est savoir exactement ce qui se fait. Vous n'êtes pas dans les institutions, donc vous ne pouvez pas comprendre à quel niveau la gabégie est rentrée. Nous, quand on veut, c'est pour informer les Camerounais et leur dire, voilà où on en est. Les budgets de fonctionnement que l'on met à l'Assemblée, voilà comment ils sont dépensés. Ce n'est pas simplement pour notre gouvernement. Nous avons une posture de défendre toujours le peuple, d'accord, et de faire en sorte que ce qui ne marche pas marche bien. D'accord? Donc, les valeurs que défend mon frère du RDPC et Charles Elie, bon, écoutez, ça fait ses preuves où? Moi, ça me, comment on dit, ça m'agace proprement de voir une jeunesse qui se contente de venir expliquer tout le temps les phrases que des autres. D'accord. C'est à peine croyable. Mais je veux finir, je veux chuter, Dipita, pour dire que, mais au-delà de cette fonction-là, vous dites que la fonction, c'est produire, la fonction au Parlement, c'est produire les lois. Non, pas produire. Ouais. Légiférer sur les lois. Mais c'est ceux qui nous écoutent qui importent. Non, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Légiférer. Donc, c'est légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Mais dites-moi, depuis qu'on a les problèmes avec nos cartes nationales d'identité, parce que c'est aussi les lois qui établissent que nous avons droit à des cartes nationales d'identité, qu'ont fait vos élus sur cette question-là? Merci. Et bien d'autres. Oui. Mathurin, Oui, vous avez été interpellé. Oui, je note que mon ami Albert Bonga a beaucoup d'acrimonie, n'est-ce pas, au niveau de ce poste de questeur-là. C'est ici sur ce plateau que je découvre vraiment que c'est l'état d'esprit peut-être soit des militants du PCRN, soit peut-être l'état d'esprit de Cabral. Parce que je n'avais pas cette information-là. Et moi, il me semble véritablement que, en réalité, c'est lorsque un de nos députés, n'est-ce pas, s'est auto-exclu du parti, et qu'il a publié une note où il demandait que ces cotisations, en tout cas les cotisations qui étaient prélevées de ses revenus à l'Assemblée nationale et qui étaient reversées au SDF, cessent de l'être parce qu'il n'était plus militant du SDF. Et par la suite, il disait qu'il fallait que du fait qu'il ne soit plus militant, qu'on constate cela dans la constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui voulait dire quoi? Il voulait dire que de ce fait, le SDF devait perdre ses cotisations, n'est-ce pas, en tant que militant et député à l'Assemblée nationale, perdre aussi son poste de questeur. Voilà ce qu'il recherchait. Et alors maintenant, il a pris sur lui la mission d'aller instiguer Cabral Libye à s'engager dans cette bataille-là.
Moi, je savais que Kalifa Libé avait suffisamment d'auteurs pour ne pas s'engager dans les histoires pareilles, parce que ce n'est pas le plus important. Et je n'étais pas au courant que, vitalement, il nourrissait un tel désir ardent, ce qui manifeste, ce qui justifie aujourd'hui l'acrimonie, le mécontentement que Albert Bongue manifeste autour de ce plateau. Donc, moi, je suis surpris, mais je tiens à lui dire que, véritablement, pour nous, nous avons beaucoup plus d'ambition que ça. Il faut que ce soit clair ce soir, pour que les Camerounais le sachent. Nous sommes un parti socialiste. Notre ambition est de promouvoir le programme que nous avons, de promouvoir, n'est-ce pas, l'idéal que nous avons, de faire évoluer les standards de vie des Camerounais, de changer en tout cas de changer les conditions de vie des Camerounais au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des logements. Voilà nos ambitions. Ce n'est pas d'aller à la course d'un poste au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vraiment sain, ce n'est pas vraiment ce que nous recherchons, nous. Et aussi, il faut le dire clairement, cette Assemblée nationale aujourd'hui, tout le monde a ici donné quelles sont les responsabilités de cette Assemblée nationale. On sait bien qu'avec la situation qu'elle vit aujourd'hui, où on a un parti politique qui a une majorité obèse, il est difficile véritablement de non seulement de voter les lois qui pourraient améliorer les conditions de vie des Camerounais, parce qu'avec la majorité, le RDPC fait ce qui lui convient. Et il est aussi difficile de contrôler le gouvernement, parce que tout ce que le gouvernement envoie comme projet de loi, comme projet de loi à l'Assemblée nationale, passe comme une lettre à la poste. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de conscientiser les Camerounais, d'éduquer les Camerounais et les amener à faire confiance à l'opposition ou alors au parti auquel ils croient, et de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale afin que véritablement ce parti-là puisse voter les lois qui conviennent et qui permettent un changement significatif des conditions de vie des Camerounais. Tant que ce n'est pas le cas, les batailles autour des postes, ça ne nous... Vous avez votre réaction, Brice? Oui, justement, je voudrais un peu réagir en ce qui concerne les postes à l'Assemblée nationale, puisque certains vraiment se plaisent de parler de ça. Et amener encore un argument de plus pour dire, lorsqu'on est ici, c'est pour éduquer aussi. Hein. Et lorsqu'on est politiquement formé, il y a certaines choses qu'on le dise facilement, qu'on les dise facilement. Pour dire quoi? Si vous voulez, à l'Assemblée nationale, imposer l'ordre du jour, il faut vous battre pour avoir un groupe parlementaire. Tant que vous n'avez pas de groupe parlementaire, soyez vice-président de l'Assemblée nationale, soyez questeur, soyez secrétaire à l'Assemblée nationale, vous n'aurez aucun rôle à jouer en ce qui concerne l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il faut que ceux qui nous regardent soient éduqués. Il faut qu'ils comprennent que c'est ça. C'est le groupe parlementaire qui vous donne le pouvoir d'imposer l'ordre du jour. Tant que vous ne l'avez pas, vous êtes en balade. C'est clair et net. Et actuellement, hormis le parti dictatorial, le parti obèse qui dirige l'Assemblée nationale, il n'y a aucun parti de l'opposition qui peut constituer un groupe parlementaire, du moins à l'issue des élections que nous avions connues. Il faut le dire, il y a un quota, il y a un nombre limité pour avoir un groupe parlementaire. Donc les affaires des postes et bien d'autres ne peuvent pas avoir l'impact sur la vie de la population. C'est clair. Le questeur est là, le questeur, lui, il analyse les questions des finances. L'autre, on parle des questeurs, les caisses. Il est dans l'analyse des questions des finances, ils discutent ensemble des questions des finances de l'Assemblée nationale et bien d'autres. Mais en ce qui concerne le sort de la population, le questeur n'a rien à voir là. Le vice-président n'a rien à voir là. Donc il faut que ceux qui nous regardent le sachent dès aujourd'hui. Ce sont des questions périphériques que les autres veulent à tout prix nous amener à débattre. Maintenant, pour répondre à mon frère, Élisant, je lui dirais que Monsieur Charlélier, oui, non, même s'il est de l'autre côté, c'est un frère. La courtoisie politique m'oblige à le respecter. Voilà. Et je lui dirais tout simplement que ce n'est pas le fait qu'il soit un peu plus ancien dans son parti politique qui peut donner une leçon au MRC. Non, il est très loin d'être un exemple. Il est même un anti-exemple, un contre-exemple en ce qui concerne la vie politique. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où l'âge moyenne, je reviens encore sur cet âge, même si ça vous énerve, est d'environ 19 ans. Confier le poste de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, à une personne de troisième âge, voudrait dire aux jeunes militants de son propre parti, ne rêvez pas. Il faut l'accepter. Confier le poste de vice-président
à une personne également aussi âgée de votre parti voudrait même décourager les militants qui veulent militer dans votre parti. Et c'est la raison pour laquelle nous leur demandons chaque jour de quitter ce bateau. Le seul bateau qui peut les accueillir, c'est le MRC. Parce que voyez-vous, il a dit tantôt qu'il a été président de la sous-section, président du sous-section, il a fait pratiquement. Mais à quel âge? Vous estimez qu'il a fait toutes ces Mais classes? à quel âge? Charles-Élie. Monsieur Charles-Élie est mon aîné de moins de 10 ans. Vos classes au RDPC, mais à quel âge? il faut peut-être aller faire les... À quel âge? Non, laissez-moi, c'est mon temps de parole. Mais à quel âge, monsieur ça? Il est mon aîné de moins de 10 ans. C'est pour ça que je le respecte. Mais à mon âge, j'occupe un poste que lui, il n'a jamais eu au RDPC à son âge. Il faut l'avouer, c'est pour dire qu'en réalité, c'est un parti qui tue le rêve des jeunes. Lorsqu'il revient encore sur la question d'âge, en me citant le président tunisien et autres, je l'ai bien précisé. Nous avons tous le respect envers ceux qui ont un âge avancé. Parce qu'il n'est pas facile d'atteindre cet âge. Mais je voudrais une fois te dire, mon frère Charles Élisant, qu'à un moment donné, lorsqu'on n'est plus dans un état physique, dans un état psychologique de gouverner, il est mieux d'aller se reposer. D'accord. Alors, question de sortie. C'est ce que nous disons. Parce que, en 2022, si on voudrait faire une comptabilité des dépenses publiques qui ont été allouées aux différentes évacuations sanitaires, c'est extrêmement lourd. Question de sortie. Mieux ces aînés, mieux ces papas partiraient se reposer au lieu d'être budgétivores, au lieu d'être anti-progressistes, au lieu de tuer le rêve des jeunes, il va mieux pour eux d'aller se reposer. Voilà ce que je dis. Ce n'est pas, je suis pas en train de sortie dans la projection. Si on regarde un peu plus loin, est-ce que justement cet immobilisme n'est pas aussi la conséquence de l'attentisme, de cette incapacité des partis de l'opposition, notamment, qui s'est peut-être s'accaparer déjà du Parlement, et plus loin, mettre à la tête de ces institutions qu'ils veulent. Est-ce que ce n'est pas aussi la conséquence de l'inefficacité des stratégies d'en face qui conforte cette forme d'orgueil, cette forme du RDPC? Charles-Élie. C'est la question de sortie. Oui, je commence par le même, vous allez répondre. Okay, d'accord. C'est la question de sortie posée. Je suis surpris d'entendre beaucoup de choses ici. Bon, c'est pas à STV que je viendrai prouver qui je suis dans le RDPC, me comparer à Brice Djolako, un nom qu'on a appris il y a peut-être pas 5-6 mois. Bon, soit. Je ne suis pas dans les comparaisons avec lui. Il peut être le président du MSC si ça le chante. Je suis ce que je suis dans le RDPC. Je suis un porteur de chair dans le RDPC. Ça m'arrange. Je ne vais pas rentrer dans ce débat de quartier qui disait que je suis plus grande que toi dans le RDPC par rapport au MSC. Ça, c'est les détails. Ça ne m'intéresse pas. Je souhaite vraiment libérer nous. Si nous sommes incapables de pouvoir être président de l'Assemblée nationale dans le RDPC, quand vous venez en 2025, là, prenez tout. Soit président de l'Assemblée nationale, je serai content. Libérez-nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est tout ce que vous souhaitez. Pour revenir sur la question. Non, c'est important. Et maintenant, Bongue me demande à moi qu'il a honte de voir un jeune comme moi qui ne veut pas remplacer celui qui a la tête d'un proviant. J'attends aussi qu'il me présente sa candidature pour être président du PCRN. Je vais applaudir aussi. Qui commence d'abord par là. Il me montre la voie en étant candidat comme président du PCRN. Je vais comprendre que non, là on avance. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, simplement, vous voulez qu'il fasse l'autopsie de l'opposition? On a vu ce plateau. On a vu ce plateau. Tout simplement. Aller dans tous les groupes WhatsApp où nous sommes tous, en termes de militants des partis politiques, c'est toujours entre eux, les guéguerres. Vous avez vu la sortie du vice-président du MSC lorsque on met en place l'UPC, l'Union pour le changement, lorsqu'il a tancé Cabral, le vice-président du MSC Mouta, qui a bien lavé Cabral. Et je me suis demandé, mais... Non. Soyez honnête, non. Brice, pas vrai. Vous avez eu vos temps de parole tout à l'heure. Non, je ne laisserai pas ça passer. Non, Brice. C'est pas vrai. Vraiment, ne fixez pas les règles à ma place. Ne laissez pas passer, mais abstenez-vous de répondre et répondez quand vous aurez la parole. S'il vous plaît. Je me suis dit, mais si les gens s'asseyent pour étudier le code, c'est pas pour la modification du code et tout. La révision, voilà. Oui, tout ça là. Et le lendemain, le vice-président du MSC lave Cabral comme il lave Cabral là, mais il y a un problème. Dans la même foulée, vous avez un éminent membre de ce UPC à l'Assemblée, Nietzsche, qui se porte candidat à un poste au bureau, et tous les députés de l'opposition
UDC, tous les autres disent qu'ils ne se reconnaissent pas à sa candidature. Vous voulez que ce soit le RDPC qui vienne faire l'autopsie de l'opposition? Maintenant, c'est-à-dire, l'opposition est responsable de ce qui lui arrive. Ils vont vous dire que les lois sont taillées à la mesure du RDPC, ça fait ceci, ça fait cela, mais on reconnaît quand même que nous sommes allés aux élections, par exemple à Douala 2e, que tous les partis d'opposition ont fait une liste consensuelle. Ils ont mis Jean-Robert Wafo à la tête, il y avait le PCRN, le MS, tous ces gens-là, les anciens militants qui ont fait le MSC pour venir se noyer dans le truc. Ils n'ont pas eu de siège. On avait le MSC, son record, c'était ces 19 conseillers municipaux, avec un député. Donc, il faut bien que les gens disent tous les jours la population, le peuple. Mais il faut bien qu'on comprenne ce que le peuple veut. Et quand le peuple veut, il l'exprime à travers les suffrages universels directs. C'est aussi simple que ça. Nous, au RDPC, nous sommes tournés vers 2025 et on regarde tout simplement ce qui se passe. Nous nous contentons de ce que nous avons. Et ce que nous avons, nous le voyons. Comme l'a dit mon secrétaire national à la communication, le RDPC, pendant qu'il travaille, les autres restent à la télé pour venir donner des leçons. La preuve, on est en train de me donner des leçons ici, là, alors que je suis, moi, un élu. C'est la dernière question de sortie de ce thème. Albert Rivon. Non, c'est toujours... Est-ce que l'opposition ne se remet pas en question dans ces reconductions? Non, la remise en question, elle est naturelle, elle est légitime. Hein. Toute organisation qui n'atteint pas ses objectifs doit pouvoir se remettre en question et diagnostiquer à l'interne pour savoir ce qui n'a pas marché. Mais quand on parle de l'élection au Cameroun, il faut très bien comprendre le contexte. On parle d'une élection où, de manière unilatérale, un concurrent fixait les règles du jeu. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous êtes arrivé de prendre part à une concertation entre le parti au pouvoir et les autres partis politiques pour essayer de trouver des règles de jeu qui soient communément acceptables? Non. Vous avez un parti politique qui désigne celui qui organise le jeu électoral et qui choisit les différents acteurs. Vous avez un parti politique qui désigne celui qui proclame, qui nomme celui qui proclame les résultats. Qui dit celui qui va dire les résultats, c'est elle. Qu'il nomme, qu'il paye. Et il décide de celui qui va juger du contentieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on ne s'est pas entendu, et c'est un concurrent qui désigne qui va nous séparer. Et vous venez sur un plateau nous dire « Oh, on a gagné l'élection, on a fait ceci, on a fait cela ». Il faut rester sérieux. L'élection au Cameroun est embrigadée. Il n'y a qu'à voir les dernières sénatoriales. 70 sur 70. Même Dieu le Père lui-même ne fait pas autant l'unanimité. C'est une surprise quand on regarde quand même les compositions du collège. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on vous taille une loi électorale qui vous donne tous les atouts. Et il va arriver dans les prochains jours l'autre partie de la farce. C'est-à-dire que votre concurrent politique devra désigner encore lui-même qui il veut chez vous. Donc moi je ne sais pas, quand on vient ici, on dit on a gagné, on a fait ceci, on a fait cela. Il faut franchement, comment on dit ça? De qui se moque-t-on quand on prend de telles postures? Et vous voulez qu'on fasse l'autopsie de l'opposition qui a cet art. Ça, il ne faut pas penser. L'opposition a cet art en termes d'organisation, en termes de structuration de pensée. Mais nous, au PCRN, on ne peut être fiers que de notre dynamique. Parce que depuis notre entrée en politique, nous allons de dynamique positive en dynamique positive. Et nous sommes fiers de ce que nous construisons. De par notre participation dans les institutions, de par notre participation à ce jeu électoral qui est biaisé d'avance, mais de par la prise de parole dans les espaces comme ceux que vous nous ouvrez ici, pour dire aux Camerounais que la construction du pays, c'est pour tout le monde. Et l'appel que nous allons cesser de lancer aux uns aux autres, de dire que même si le jeu électoral est biaisé, la volonté du peuple est sacrée. Merci. Et derrière la mobilisation à laquelle nous appelons, même le RDPC ne pourra rien faire. Brice Diolako, sur la question de sortie. Oui, je dirais tout simplement en résumé qu'il y a un verrouillage
des instruments de la démocratie au Cameroun qui peuvent faciliter le renouvellement, qui peuvent également faciliter une alternative ou bien même une alternance. Parce que, regardez-vous, mon frère Ebongué venait tantôt de le dire, le président du conseil électoral de l'ECAM est nommé par le candidat en course, M. Paul Biya. Il est nommé par le président de la République. Qui est président de la République et candidat naturel de leur parti à chaque élection, à une élection présidentielle. Ce sont les textes qui le désignent. Merci beaucoup. Le même candidat en cours nomme le président de la Cour constitutionnelle qui est chargé de juger des contentieux post, pendant et même pré-électoral. Le même candidat nomme les démembrements de l'organe en charge de l'organisation sur le plan matériel de l'élection. C'est-à-dire les représentants régionaux, départementaux, les représentants des arrondissements de l'ECAM. Le même candidat, frauduleusement, à la majorité au Parlement, qui lui permet de tout bloquer. Et c'est la raison pour laquelle aucune proposition de loi venant de l'opposition n'est jamais passée. Vous comprenez qu'à partir de ces éléments combinés, il est impossible pour l'opposition à l'état actuel. Et ce qui rend ça encore plus impossible, c'est le fait qu'il n'y ait pas un cours électoral consensuel. Vous ne pouvez pas aller à une élection où celui qui est votre vis-à-vis a déjà tali la loi à sa mesure. Je prends juste un exemple aussi simple pour que ceux qui nous regardent comprennent une fois pour tous. Le même code nous dit ceci, en cas de contentieux électoral, seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Lorsque ce texte nous le dit, dites-moi, vous qui êtes représentant de l'opposition dans un bureau de vote, vous qui représentez tel parti dans un centre de vote, est-ce qu'il est possible pour vous qu'en cas de contentieux, vos résultats que vous avez en main, ou alors du moins les procès verbaux que vous avez co-signés, c'est-à-dire les représentants des partis politiques dans un bureau de vote, que ce procès verbal a fait foi devant une institution comme la Cour constitutionnelle? Non. Si tel était le cas, c'est que le MRC, le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, aurait été proclamé officiellement élu. Donc rien qu'à partir de l'élection 2018 et les éléments que nous avons produits au niveau de la Cour constitutionnelle peuvent permettre aux Camerounais de comprendre essentiellement et finalement que le jeu démocratique au Cameroun est verrouillé. Mathurin Biol, sur la dernière question, oui, on reviendrait. Oui, je pense que... Mathieu, s'il te plaît, les auditeurs nous écoutent. Oui, il faut dire aux téléspectateurs, s'il te plaît, c'est pédagogique. Il faut dire aux téléspectateurs que ce n'est pas le PV de l'ECAM qui fait foi. C'est le PV de qui? Laissez-moi parler. Oui. Le PV de l'ECAM fait foi lorsqu'il y a contentieux. Clair. Mais c'est ce que je venais tantôt de dire, non, Charles-Élie. Ça veut dire que vous avez dit le contraire. Calmez-vous. Dans un bureau de vote, il y a 4 partis en lice. Chaque représentant, chaque parti a son PV, qui est le même PV que celui de l'ECAM. Et tous les 4 représentants de ces partis ou de ces candidats signent tous les mêmes PV. Ça veut dire que député Tongo qui a son PV, a ma signature, a pour toi, a pour lui, a pour lui. Si nous tous sommes d'accord que les 4 PV que nous avons, plus le PV du représentant de l'ECAM, qui était le président du bureau de vote, vont en contentieux, il est donc clair que le PV de l'ECAM va faire foi puisque le tien est la même chose. Il est donc impossible que ton PV ait ses chiffres et l'autre n'ait pas ses chiffres. Le fait de vouloir faire croire aux Camerounais que ce PV de l'ECAM, c'est comme si l'ECAM va fabriquer son PV ailleurs. Je voudrais que c'était posé une question. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à prouver cela. C'est pour ça que c'était posé un problème de signature pour l'authentification des PV. Tout à fait. Il faut que j'arrête de jouer. Je voudrais dire qu'au-delà de ce que mes amis de l'opposition sur ce plateau ont dit, je vais parler de Brice, je vais parler d'Albert, au-delà de ce qu'ils ont dit, qui la grande majorité est juste, il faut aussi voir le fait que nous demandons depuis fort longtemps au RDPC qui se considère comme étant très fort, un bulletin unique. Le bulletin unique va permettre... On ne va pas vous le servir sur un plateau d'ordre. Oui, c'est vrai que ça ne peut être que le résultat d'un rapport de force. A priori, même si sont de mauvaise foi. Ça ne peut être que le résultat d'un rapport de force. Voilà pourquoi je dis donc, moi je dis, aujourd'hui, dans un pays où la misère va grandissante,
où les conditions de santé se délabrent, où l'éducation devient de plus en plus chère et que les gens n'ont pas de moyens, comment ça se fait que c'est le parti qui est responsable de tout ça qui gagne des élections? Il faut qu'on se pose ces questions. La fraude. Comment ça se fait que dans un parti, dans un pays où les gens souffrent de plus en plus, regardez, aujourd'hui, les choses ont grimpé au niveau du coût de la vie. Les produits sont de plus en plus chers. La vie devient de plus en plus chère. C'est en ce moment-là qu'un parti dit qu'il a la majorité des suffrages et qu'il a l'adoubement du peuple camerounais. Mais il faut bien qu'on se pose des questions, que ça s'explique comment. C'est là où on appelle donc le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. Nous prenons le risque de nous engager. Nous prenons le risque de lutter. Nous prenons le risque d'exposer nos vies. N'est-ce pas? Mais maintenant, le peuple doit prendre ses responsabilités parce que qui souffre le plus? Qui misère? Qui n'arrive pas à envoyer les enfants à l'école? Qui n'arrive pas à soigner à se soigner? Qui n'arrive pas à se déplacer? Hein? Les axes routiers qui relient les villes sont des cimetières, des hécatombes en permanence. Vous pensez que c'est le résultat de quoi? De la politique qui est menée par un parti politique. Alors, on n'arrive donc pas à comprendre comment est-ce que c'est le même parti politique qui gagne toutes les élections. Vous comprenez donc qu'il y a anguille sous roche, il y a un problème quelque part. C'est là-bas qu'il faut aller chercher la solution à cette question. Pourquoi l'opposition n'arrive pas véritablement à conquérir le pouvoir dans ce pays? Mais pour ce qui nous concerne, nous pensons que malgré l'hostilité, malgré les conditions qui nous sont opposées, qui sont ultra difficiles, où on a en face de nous un adversaire dans un combat qui est inégal, il a tous les moyens de l'État, il a la richesse du pays. Dans un tel combat, nous devons faire preuve d'ingéniosité et nous travaillons en ce moment-ci pour trouver des stratégies pour contourner cette inégalité et amener le peuple, lorsqu'il prendra ses responsabilités, à nous trouver prêts à répondre à tout ce qu'il aura besoin. D'accord. On va prendre la transition et puis ce sera pratiquement la continuité, hein, une forme de la gouvernance, pour savoir si l'après-Biya se dessine. Alors les faits justifiant que c'est peut-être ce thème-là, évidemment c'est à l'observation, toujours au regard de l'environnement, on observe une forme de bataille au sein du gouvernement, des positionnements des uns et des autres entre acteurs. On a vu les dernières échéances politiques où le RDPC, par exemple, a déployé toute son artillerie de campagne. Même comme il savait qu'il était pratiquement vainqueur. Il était pratiquement, il avait la place en termes d'électeurs ou de grands électeurs. Il avait la part belle, mais ça n'a pas empêché que le RDPC se déplace massivement. On l'observe également au quotidien, les porte-parole, les acteurs du RDPC. Et tout cela, nous sommes qu'à 2 ans d'un scrutin présidentiel évidemment très attendu comme les précédents. Est-ce que cet environnement-là ne présage qui sait, et même aussi l'opposition qui est dans cette dynamique, hein? On le voit des pics par exemple sur ce plateau, c'est comme si chacun est dans un positionnement de leader de l'opposition qui sait peut-être prendrait la première position sur la ligne de départ. Est-ce que nous ne sommes pas finalement dans une antichambre des batailles, des jouxtes électorales importantes, Albert? Personnellement, je trouve que chaque fois que le débat est contradictoire, ce n'est pas un aveu de malfonction. C'est-à-dire que je peux ne pas être d'accord avec mon frère du SDF. D'accord? Mais ce n'est pas forcément, c'est-à-dire la preuve que on est en mal. Parce que la sincérité voudrait que chacun de nous émette son opinion. Mais que cela soit fait dans un cadre qui permet, in fine, de ne retenir que ce qui est bon pour le peuple.
est-ce que la question de l'opposition, parce que la première chose c'est cela, dans notre contexte, on ne peut pas prendre l'opposition comme un groupe agrégé. L'opposition, c'est les partis qui ne sont pas au pouvoir. Et parmi ces partis-là, il y en a qui ont fait alliance avec le parti au pouvoir. Est-ce qu'on doit encore les considérer comme parti de l'opposition? Là, il y a tout un débat. Mais pour revenir sur qu'est-ce qui nous attend, quelle est la dynamique des acteurs au Sérail, là aussi, on peut avoir des enseignements, même si on n'a pas un jeu clair qui dit clairement les postures, mais on ne peut s'attendre à rien venant du RDPC, qui est champion dans l'art de brouiller les pistes, qui ne peut pas vous donner une certaine orthodoxie de fonctionnement en disant, voici le calendrier, voici ce qu'on fait, même à son sein, rien que l'idée de susciter l'envie de remplacer, d'accord, peut vous valoir la disgrâce. C'est ça la chose. Alors nous, on n'est pas contre. Il disait que je me présente comme que Cabral Libi et il prendra des notes. Mais Cabral Libi, à plusieurs rencontres, a reçu des camarades qui lui ont dit « Sachez qu'au projet congrès électif, vous serez challengé. » On ne le dit pas pour faire entendre. Mais la lumière ou bien l'avancement vient de la contradiction. L'embrigadement de la pensée à laquelle on assiste dans certains partis, ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas la preuve qu'on est en dehors du sujet. Donc nous, on est justement pour qu'il y ait un débat débarrassé de ces infiltrés, de ces personnes qui s'habillent sous le manteau de l'opposition, mais qui dealent tranquillement avec le parti au pouvoir sans voir mais le peuple ou l'idéologie ou les valeurs que je porte ou l'ambition politique de notre pays. Mais qu'est-ce que j'en fais? Lorsque Cabral Libi a induit un débat au sein de l'opposition, certains partis de l'opposition qui ne sont pas pour la clarté dans les rapports ont trouvé que non, il n'en fallait pas. Mais aujourd'hui, on en est là. Comment en arrive-t-on à avoir le PCRN qui est candidat à une élection dans une circonscription et avoir les autres partis d'opposition qui votent le RDPC? D'accord. Il faut questionner ces différentes dynamiques et de comprendre effectivement qui veut quoi pour le Cameroun. Les conseillers municipaux du PCRN eux-mêmes votent déjà le RDPC. Oui, non, mais c'est normal. Sur la première. Je peux dire que ça peut arriver. Parce que c'est ça l'objet de notre débat. Non, c'est ça l'objet de notre débat. C'est-à-dire faire que les jeunes du RDPC qui n'arriveront jamais à rien. Non, pas vous. Pas, je ne fais pas une fixation sur vous. Je parle à ceux qui nous n'arriveront jamais à rien. Que les jeunes du RDPC, d'accord, qui n'arriveront à rien. Puissent changer de bord. Il faut faire attention aux paroles. Non, il ne peut pas dire. Charles, vous n'avez pas la parole. Charles, vous n'avez pas la parole. C'est peut-être un peu même plus bizarre. Donc, je terminais en disant que le but du débat, c'est faire en sorte que ceux qui sont dans le RDPC, d'accord, qui pensent que notre pays n'est pas bien géré, puissent changer de bord. Mais il faut que le changement soit induit par des idéaux, par un projet de société, par comment on dit ça, qui est un attrait. Pas forcément du ventre ou bien financier, mais par une idéologie, quelque chose qui permet à construire notre nation et en faire une nation forte. C'est ce que je veux dire. Donc, le fait d'aller à gauche ou à droite, ce n'est pas une fatalité. Parce que sinon, ce qu'on fait ici, on perd le temps. C'est convaincre les uns et les autres que le débat doit être un débat d'idéologie. Et c'est lui qui doit concourir à faire déplacer les masses à gauche et à droite. C'est à ça que l'on doit tendre, non seulement au sein de l'opposition, mais avec le parti au pouvoir, qui lui-même, s'il veut se pérenniser de façon sereine, doit pouvoir accepter d'inclure un débat à l'interne où les courants de pensée ont droit de oui, la première, dans le RDPC, a déjà été décidée. On n'a pas circonscrit le champ de réflexion. Oui, je vais aller de façon méthodique pour que vous compreniez réellement de quoi est-ce que je voudrais parler. Vous voyez, je vais aller de façon chronologique aussi. En 2004, il y a eu la création de ce que eux ils ont appelé le courant des biaïstes. C'est justement des personnes qui avaient compris que le renouveau avait échoué depuis sa création, avait échoué sur toutes les formes, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan
c'est-à-dire culturel, que le renouveau n'avait plus absolument rien à donner au peuple camerounais. Là, ils ont créé le courant des biaïstes. Plus tard, qu'en 2008, vous avez vu, 2011 peut-être, autant pour moi ou d'autres, vous avez vu les vagues d'arrestations. Ceux qui ont tenté de vouloir se positionner comme étant des dauphins de celui qui est là en place ont été arrêtés, molestés. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Je ne voudrais pas citer certaines personnes qui ont été condamnées pour complicité intellectuelle, de détournement des personnes, un motif qui n'existe nulle part dans le code pénal camerounais. Lorsque l'opération Hypervia a été lancée, une opération que nous avons c'est-à-dire embrassée dès le départ, nous avons compris dans quelle tournure est-ce que cette affaire prenait. Et nous avons également compris qu'il s'agissait là, d'une manière ou d'une autre, d'une machine prête à broyer tous ceux qui prétendent remplacer le roi. Ainsi, l'après-Bia, chez eux, au RDPC, a été dessiné. Elle y a prévu ce qui va se passer, c'est le naufrage du RDPC. Le RDPC va cesser d'exister comme parti politique. Pas de l'incantation. Vous comprenez bien, c'est-à-dire on ne parlera plus jamais du RDPC après M. Bia. Vous n'avez qu'à voir des courants, vous n'avez qu'à voir des batailles, des tueries à l'interne qui ne laissent personne respirer, qui n'inspirent plus personne. Là, c'était ce que le RDPC nous présente. Maintenant, au sein de l'opposition, l'après-Bia a été décidé depuis 2018. N'eût été la Cour constitutionnelle qui a déclaré, le Conseil constitutionnel qui a déclaré des résultats qui n'étaient pas, qui ne reflétaient pas la réalité sur le terrain. Le professeur Maurice Kamto aurait pris le pouvoir. Le peuple a décidé que le professeur Maurice Kamto sera président de cette République. En 2018, le peuple a confié sa grâce au président Maurice Kamto. Et nous pensons qu'à partir de 2018, l'après-Bia a été décidé dans l'opposition par le peuple camerounais qui a décidé que ce président Maurice Kamto qui va conduire les règnes du Cameroun d'ici tôt. Donc voilà un peu de façon méthodique ce que je voudrais expliquer à ceux qui nous regardent. Alors Mathurin Biol, au-delà de cette approche de la réponse, est-ce que dans ce schéma-là, l'opposition ne pourrait-elle pas, c'est une rhétorique ou alors c'est une question qui est un sujet qui revient assez souvent, présenter un candidat unique? Je veux dire que se dire, tant qu'à faire, si la machine d'en face est suffisamment costaude, huilée, et comme il se dit souvent dans vos milieux, utilise tous les moyens, y compris les moyens publics, pour avoir ces résultats. Est-ce que vous ne pouvez pas dire, pour assurer au moins le minimum, on se serre les coudes et on va en ordre de bataille ensemble, derrière une seule personne? Voyez-vous, cette idée de candidat unique de l'opposition, c'est une idée qui est toujours, n'est-ce pas, à chaque fois présentée aux Camerounais. Il faut comprendre que le RDPC ne pourra pas s'empêcher de susciter un parti politique, hein, même dans les milieux de l'opposition, de susciter des candidats pour venir, pour présenter l'image que l'opposition ne peut pas être unie et qu'elle est toujours divisée et faire croire aux Camerounais que voilà, donc le seul et l'unique candidat possible est celui du RDPC, ou alors si c'est encore M. Bia, parce qu'il semble qu'il serait en train de le préparer de nouveau, soit peut-être c'est son fils, bon, on attend de voir. Mais ce qui est là, c'est que les Camerounais doivent définitivement se décider de savoir ce qu'ils veulent. Parce que si les Camerounais veulent véritablement que M. Bia, ou alors son groupe, sa famille politique, ne dirige plus ce pays, ils peuvent le faire. En un seul jour, il est possible que M. Bia et son groupe, n'est-ce pas, ne soient plus au pouvoir au Cameroun. Le peuple est souverain. Nous avons depuis une trentaine d'années, nous avons dit au sein du SDF, n'est-ce pas, que nous allons respecter la voie électorale pour arriver au pouvoir. Mais il ne faut pas oublier que le peuple, lui, il est souverain, il peut utiliser les voies qui lui conviennent. Il en a plusieurs. Mais en tant que parti politique, n'est-ce pas, qui est républicain, nous avons dit que nous arrivons au pouvoir par les urnes. Maintenant, il revient
pour ceux qui sont soucieux de l'après-Biya, de comprendre qu'il faut travailler à crédibiliser le processus électoral. Il faut travailler à séduire le peuple afin qu'il choisisse la voie électorale. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont tapis ou alors qui sont assis dans une pièce noire, n'est-ce pas, avec allumé, je ne sais pas avec quoi, en train de monter, en train de profiler. Des gens de l'opposition ou du pouvoir? Ouais, du pouvoir, qui sont en train de profiler des stratégies dans le but de confisquer le pouvoir, le pays, au détriment du peuple camerounais. Vous voyez comment les gens sont de plus en plus méfiants. Il y a un de nos anciens camarades qui a d'ailleurs théorisé ce qu'il appelle le grand soir. Façon de dire qu'il y a des gens qui se préparent à ce qu'on pourrait appeler en ce moment-là la nuit des longs couteaux. Donc, une sorte de scénario catastrophique. Précise bien dans le RDPC. Oui. Voilà. Une sorte de scénario catastrophique qui pourrait amener ce pays à basculer dans une situation que nous ne souhaitons pas. Donc, nous continuons à dire, faisons des efforts de crédibiliser le processus démocratique au Cameroun et que le peuple ne choisisse que cette voie-là pour désigner ses dirigeants. Et les résultats que nous avons obtenus ces jours-ci, où nous allons avoir un Sénat qui est essentiellement, il sera presque totalement constitué par un seul parti politique et qui va empêcher que les différentes opinions ne s'expriment dans une institution comme celle-là. Et on sait que c'est du choc des idées que jaillit la vérité. Ça veut dire que là-bas, maintenant, nous serons tout simplement dans le noir. Ce sera un lieu où des gens passeront le temps. Et en plus, ce Sénat, son rôle, c'est quoi? C'est de défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que c'est un processus qui pousse la décentralisation à aller de l'avant. Si ceux qui n'ont jamais voulu lutter pour la décentralisation et qui ont toujours bloqué la décentralisation sont ceux-là maintenant qui seront en charge de veiller aux intérêts des collectivités territoriales décentralisées, il est clair qu'on n'obtiendra pas de résultats. Ce qui me fait donc chuter en disant que c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Parce que l'après-Biya pose beaucoup et beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Chez eux. D'accord. Alors, Charles Eli, là je recentre un peu la question dans le fonctionnement interne aussi bien des institutions que de votre parti. Quand on se réfère quand même à un certain nombre d'éléments d'actualité, on a le sentiment qu'entre vous là-bas, ça se tape dessus, sans forcément mettre des gants, sur les hautes instructions, les décisions au niveau du gouvernement, les décisions au niveau du parti. Est-ce que dans votre parti en lui-même, vous ne vous dites pas que cette histoire peut vous échapper? Bon, allez-y, hein. Je commence par celle-là. Premier constat qui est clair, c'est que parlant de l'après-Biya, je n'ai suivi aucun programme politique d'aucun parti ici. Sauf qu'on triche, Biya va mourir, le grand soir, après que ça fait... Non, on n'est pas en campagne. La question n'était pas sur les programmes politiques. On n'est pas là pour débattre. Le programme parle de l'après-Biya. Vous avez parlé. Et moi, j'ai l'impression que Charles Eli voulait me piquer du doigt pour dire je souffre de les entendre. Est-ce que je prends la parole? Donc, son temps de parole maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, j'ai tout entendu. On a arrêté les gens, on a créé les codes pénal. Les jeunes du RDPC qui n'arrivent à rien, ils ont le ventre, les financiers avec un langage insultant. Le RDPC tue les gens. Le RDPC, tout ce que j'ai entendu, cela mais je n'ai rien suivi de votre question qui était essentielle. Est-ce que l'opposition peut présenter un candidat unique? Rien. J'ai suivi ici une esbrouffe de solutions à travers un bulletin unique. Je voudrais dire à mon frère Mathieu Billon que actuellement au Nigeria, il y a ceux qui ont perdu, qui contestent les résultats, il y a un bulletin unique là-bas. C'est le fédéralisme. Donc, avançons. Je voulais vous faire comprendre que le RDPC n'est pas un nid d'ange. Pas du tout. Autant quelqu'un a dit sur ce plateau que lorsque son frère, lui, s'insulte, se parle, c'est un débat qui prouve que l'opposition aussi peut avoir de la vitalité. Et ça,
Mais pourquoi vous estimez que dans le RDPC, si deux camarades se tirent, se crèvent le chignon, ce n'est pas aussi un débat politique et démocratique? Ça veut donc forcément dire qu'il n'y a pas la pensée unique chez nous. Autant de choses. Donc, moi, j'estime qu'il faut à un moment donné qu'on comprenne que lorsque ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Et lorsque ça va, il faut dire que ça va. Je n'ai pas souvent pour habitude de faire une confusion entre le gouvernement et le RDPC. C'est différent. Il faut qu'on soit clair. Le ministre d'État, secrétaire général président, de par ses prérogatives de secrétaire général président, qui jouit par un décret présidentiel de certains pouvoirs que lui confère la Constitution, signe sur haute décision, instruction. Si un de ses collègues ministres recule, ça va, c'est entre eux là-bas. Moi, mon problème, c'est le RDPC. Et je ne voudrais pas tomber dans ce piège-là de venir analyser si les actes administratifs des ministres, je n'en suis pas un, je n'en ai pas qualité. Et de trois, j'estime que si un ministre travaille mal, celui qui l'a nommé l'enlève. Et en tant qu'homme politique, rien ne vous empêche au contraire. Justement, je vous ai toujours fait comprendre que j'ai ma manière à moi de faire les choses. Je ne suis pas omniscient et omnipotent comme certains ici, c'est qui connaissent tout. Moi, je dis, à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Et qu'est-ce que moi je veux? C'est que le RDPC continue à avoir la majorité obèse qu'il a. Point barre. Mathieu Billon dit que les moyens de l'État... Mais Mathieu Billon, j'ai cotisé pour la campagne des sénatoriales. Je n'étais pas candidat, mais j'ai cotisé pour que les candidats soient bien. Et je ne sais pas pourquoi... Ce que vous appelez toujours moyen de l'État... Moyen de l'État, c'est quoi? Je me pose un peu cette question. Lorsque les municipales 2020 passaient en février 2020, j'ai cotisé près de 2 millions parce que j'étais numéro 2 dans la liste. Ici, vous savez pourquoi? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, vous avez la fièvre, vous prenez le thermomètre et vous le cassez parce qu'il a montré que vous avez 38 de fièvre. Ce n'est pas le thermomètre le problème. Bon, mon ami Wafo qui parle de grand soir, il est où avec dans le SDF? Vous êtes au tribunal. Ce n'est pas le RDPC. Je suis désolé. Vous avez un problème entre vous là-bas. Dans un forum, ça se bat entre la secrétaire, qui est une amie à moi élue, et un autre militant du SDF qui sont en train de parler du congrès qui arrive. C'est 2 militants du SDF dans un groupe WhatsApp ouvert à tout le monde. C'est le RDPC. Il est en train de dire à sa secrétaire que le congrès, la honte qui arrive. C'est pas le RDPC. Donc vous-même, regardez-vous, faites votre aggiornamento et puis revenez, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous, au RDPC, on n'a pas de soucis. Nous, on continue à avancer et on continue à évoluer. Donc, il y a certains termes que j'entends ici, le peuple camerounais. J'ai fait, tu l'as dit 11 fois, il l'a dit 9 fois, tu l'as dit 7 fois. Je suis quoi, tchadien? Moi, je suis souvent amusé de vous entendre dire que le peuple camerounais, le peuple camerounais, le peuple camerounais. Nous sommes quoi? Nous, bon, vous êtes le peuple camerounais, nous sommes les tchadiens, nous ne sommes pas les camerounais. Est-ce que vous êtes... Donc, je suis quand même surpris. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait en sorte que vous vous retrouvez sur le terrain et vous vous dites, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Quand vous appelez, tout le monde s'est appelé, le peuple camerounais a pris ses responsabilités. Tous l'ont appelé. Toi, tu peux... Peuple camerounais, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. En faisant quoi? Je suis convaincu que tu as même honte de parler de ce peuple. Parce que vous les avez délaissés. J'ai la parole. Je voudrais toujours dire, M. Dipita, que sur ce plateau, je suis conseiller municipal. Ils vont beau dire que ça a été c'est leur problème. Donc c'est le peuple camerounais qui m'a élu. Et ça va, c'est le peuple tchadien qui m'a élu. Je suis grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, c'est le peuple camerounais. Ceux qui m'ont élu président de session RDPC sont les militants du RDPC, ne sont pas les Marocains. Donc moi, je ne vais pas entrer dans les détails de ceux qui sont les meilleurs ambassadeurs du peuple. Le peuple les aime beaucoup. Pour moi, c'est les détails. La télévision ne donne pas l'onction populaire, c'est sur le terrain qu'on le voit. Donc, bis de là que je continue à te dire tous les jours quand on se croise que je ne discute rien avec toi. Fais ton bonhomme de chemin, je fais le mien. Il n'y a aucune comparaison entre nous. C'est sur le terrain que ça se voit. Donc, il est en train de dire que ceux qui appellent le peuple camerounais tous les jours, le peuple, qui prennent ses responsabilités. J'ai dit ici que je prie Dieu que tu sois président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est sur le Cameroun, non? Ça va avancer. Si en 2025, vous prenez tout, et l'Assemblée nationale et tout, je serai content. Et je serai tranquille de vous voir, et les maires de Douala premier pour lui, ce qu'il m'a dit un jour, et toi, député, je ne sais pas moi quoi, je verrai cela. Et je serai content. Non, tu m'as dit à la sortie d'une émission que tu seras maire à Douala premier. Donc, maintenant... Non, tu es au-dessus de ça. Donc, je voudrais donc faire, je voudrais dire ici que
Monsieur Dipita, chez nous, RDPC, qui n'est pas un nid d'ange, il y a aussi des éclats de voix. Il y a aussi ceux qui estiment qu'ils doivent se manifester, qu'ils doivent se faire voir, qu'ils doivent parler. Mais, quoi qu'il en soit, quand on adhère à un parti... C'est ça qui justifie que tous les dirigeants sont du RDPC. Quand on signe, non. Ce qui prouve qu'on est du RDPC, c'est qu'on a sa carte d'adhésion. Monsieur Dipita, ça c'est le livre d'un président de sous-section RDPC que je suis. J'ai une carte d'adhésion que j'ai prise dans le RDPC. C'est ça qui prouve qu'on est du RDPC. Ça c'est un livre que vous pouvez lire pour lire. Mais il s'agit d'être militant d'un parti avec sa carte d'adhésion. Et on est maintenant un bon militant quand on a... Qu'est-ce qui justifie donc que tous les dirigeants sont dans votre parti? Justement. C'est une... Non. Il faut... Non, M. Batulin. Et c'est là où je suis souvent intéressant parce que je dis, le RDPC a des chauves-souris. C'est clair qu'il y a des chauves-souris au RDPC. Il y en a qui sont arrivés par la toiture. Il y en a qui sont arrivés parce qu'ils ont été nommés à un poste de responsabilité. Et il y en a qui sont là parce qu'à la veille d'un mouvement populaire municipal, les actifs arrivent là, ils deviennent militants. Mais c'est ce genre de militants qu'il faut extirper de nos rangs pour qu'on reste avec des militants qu'on connaît, qui ont quand même une base quelque part, qui ont une carte d'adhésion et qu'on a vu monter dans un parcours logique, transversal et clair. D'accord. C'est ça qui c'est. Donc, en ce qui me concerne, le fait de se prononcer militant du RDPC n'est pas suffisant. Il faut au moins d'abord avoir sa carte de cotisation, sa carte d'adhésion et être à jour surtout de ces cotisations et poser les actes tous les jours pour le rayonnement du parti. Albert, l'après-BIA est-il envisageable dans un moyen terme, c'est-à-dire d'ici 2 ans? Le président va-t-il se représenter de nouveau? Le président pourrions-nous parler d'un après? Je veux dire que quand on essaie de... Je ne demande pas d'aller dans une boule de cristal, mais quand on essaie de procéder par l'analyse, est-ce que les indices, les indicateurs montrent que, bon, écoutez, le RDPC se prépare à présenter un autre candidat? Alors, la question devient plus complexe avec la sortie de la question. Est-ce qu'il y a un après-BIA? Fatalement, il y en aura un. Est-ce que le RDPC se prépare à l'après-BIA? Évidemment que oui. Parce que penser qu'ils ne le font pas, ce serait être naïf. Maintenant, la question au fond, c'est quelle dynamique, quelle trajectoire ce RDPC veut donner à notre pays? Quelle est l'approche? Mais pour comprendre la dynamique ou la trajectoire à laquelle il veut, il faut d'abord faire le diagnostic. Parce que si on ne comprend pas ici que les conditions ou bien le contexte démocratique est totalement biaisé, on n'aura pas les bonnes solutions. Et on voit que en fait, c'est des batailles au sérail. Parce qu'en réalité, on ne voit pas des courants de pensée, des courants idéologiques se battre. C'est une bataille de pouvoir. J'ai plus de pouvoir que toi, je vais te soumettre. Et il faut voir comment est-ce que notre pays va un peu en lambeaux. Parce qu'avec toutes les dérives, avec tous les scandales financiers et économiques, on est dans un immobilisme incroyable. Vous avez un rapport de la Chambre des comptes qui vous dit que voilà ce qui a été fait. Et on reste là. On entend dire qu'il y aurait eu des démarches. Et personne n'est inquiété. Les gens sont à leur poste. On continue même à leur confier notre fortune publique. Voilà une justice américaine qui vous dit que nous avons corrompu des fonctionnaires camerounais pour telle chose. Citez nommément l'entreprise, ainsi de suite. Et vous avez l'immobilisme qu'on vous sert. Rien n'a été fait. Donc il faut bien se poser la question, ceux du RDPC, vers quoi veulent-ils nous conduire? Mais pour dire, parce qu'après, Charles Elie va trouver qu'on ne propose rien. Nous, on a un projet de société qui est structuré, qui s'appelle le fédéralisme communautaire, qui consiste à rassembler tous les Camerounais. Vous êtes STV, vous êtes dans la communauté des Bonakwamouan. Vous faites partie de cette communauté. Vous recrutez des personnes, vous faites rayonner ce village. Vous êtes acteur de cette communauté. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme que les gens veulent coller à cela. Et
fédéralisme communautaire qu'on veut justement faire que toutes les forces vives de la nation puissent se mettre ensemble pour induire un certain développement qui sied à tout le monde. Voilà notre projet de société. Nous sommes pour une administration locale, pour que les personnes se sentent investies du devoir de construction nationale. Et pour le faire, il faut savoir avoir la gratitude ou la reconnaissance des pères fondateurs. Et le régime actuel n'a pas daigné faire ce travail. Il s'est inséré dans la continuité de ce que le colon nous a laissé. Parce que c'est de là-bas que va l'échec. Peut-être ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vois que bon, la thématique, elle n'est pas là. Mais je vous conseille finalement de revisiter les fondations de notre pays et pour voir que si nous butons devant certaines choses aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas fait les fondations de notre pays. L'après-Biya est-il envisageable dans un moyen terme, c'est-à-dire 2 ans, dans la prochaine présidentielle? Vous savez, je répondrai sèchement en disant que s'il y a une élection présidentielle, que ce soit avant ou alors après 2025, le MRC aura son candidat. Donc nous nous préparons. Notre candidat est prêt à une élection. Comment? Que ce soit avant ou alors après 2025. C'est comme ça comme nous pensons, d'une manière ou d'une autre, à l'après-Biya chez nous. Mais pas seulement ça. Parce que nous pensons également qu'on n'a pas besoin d'attendre l'après-Biya pour faire quoi que ce soit. Nous pensons que les populations doivent être sensibilisées, doivent être formées, doivent être éduquées. C'est également ça le rôle d'un parti politique. Le rôle d'un parti politique ne doit pas se limiter seulement à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Même pour avoir ce pouvoir, il faut travailler en amont. Il faut ramener la population à adhérer à sa cause. Et le faire, c'est justement de sensibiliser, c'est de former cette population, c'est de leur ramener à comprendre réellement que l'offre que nous avons pour vous est la meilleure comparée aux autres. C'est sur ce champ-là que nous travaillons. Il y a de cela quelques temps, vous avez vu les militants du MRC, les cadres du MRC faire des sorties pour demander au peuple camerounais de s'aligner et de s'inscrire sur les listes électorales pour préparer une élection. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment est-ce que chez nous, nous préparons une alternance au Cameroun. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Chez nous, nous ne parlons même pas de M. Biya. Nous ne parlons pas de M. Biya. Nous parlons d'un système. Nous sommes contre un système. Et le système a des acteurs. Puisque M. Biya incarne ce système, alors, malheureusement pour lui, nous sommes face à lui. Il faut le dire. Donc, penser seulement à l'après-Biya, penser seulement à un seul individu n'est vraiment pas politiquement correct. Il faut penser à faire partie d'un système néocolonial, un système hérité de la colonisation. Et si M. Biya est là, tant pis pour lui, on fera partie du système avec lui. Voilà. Sur l'après-Biya, est-il envisageable dans un moyen terme? 2025, ce sera la fin ou bien c'est l'analyse? L'après-Biya peut être envisageable du moment où M. Biya lui-même, c'est un être humain, donc tout peut arriver. Et aussi, je le disais tout à l'heure, le peuple est souverain. Ce qui veut dire quoi? Le peuple est souverain, ça veut dire qu'au vu des conditions de vie qu'on impose au peuple camerounais actuellement, la vie qui est devenue ultra difficile à mener, les conditions de vie sont devenues catastrophiques au Cameroun, pour se soigner, pour éduquer ses enfants, pour se loger. Vous voyez la catastrophe qu'il y a eu récemment à Buea, où les populations qui vivaient dans des conditions déjà précaires, jusqu'aujourd'hui, on n'aurait pas trouvé des logements pour pouvoir se mettre à l'abri, alors qu'on entre déjà dans la saison des pluies. Vous comprenez donc que toutes ces conditions-là constituent un cocktail qui peut à tout moment amener le peuple à décider de changer ses dirigeants. Je continue, je dis bien et je maintiens, le peuple est souverain dans tous les pays du monde entier.
Donc, ce qui veut dire que c'est lui qui détermine, c'est lui qui a véritablement le calendrier. On établit le calendrier qui nous convient. On dit, bon, 2025, élection présidentielle, 2030, ou bien 2032, nouvelle élection présidentielle. C'est le calendrier qui est établi par ceux qui dirigent. Mais le peuple, lui, il n'est pas astreint à respecter ce calendrier-là quand il veut. Le peuple, c'est celui qui décide à un moment donné d'agir. C'est celui qui décide à un moment donné d'agir. En 2008, on a vu le temps. En 2008, on a vu le peuple sortir et s'opposer à la modification de la Constitution. Vous étiez sorti en 2008. Et je vais répondre. voilà, il y a une modification, s'opposer à la modification de la Constitution. Il n'y a pas eu. Et en plus de cela, il faut protester contre la vie chère et contre la volonté du peuple. On a vu n'est-ce pas, quelqu'un modifier la Constitution pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Ça, c'était contre la volonté du peuple. Et le bilan, c'était 100 Camerounais qui ont perdu leur vie. Le bilan officiel que vous avez donné, c'était 40 Camerounais qui ont perdu leur vie pour avoir protesté contre la vie chère et contre la modification de la Constitution. Je veux donc dire que du fait que M. Biya est un être humain, on lui souhaite longue vie. Et moi, je lui souhaite longue vie et je souhaite qu'il prenne sa retraite. Il a dit qu'il va décider, le moment venu, d'aller au village. Nous souhaitons qu'il aille au village, comme il a décidé, n'est-ce pas, qu'il aille se reposer et qu'il éduque ses arrières petits-enfants et qu'il les encadre, ses petits-enfants, ainsi de suite. C'est ce que nous lui souhaitons et nous pensons que, et nous savons que si c'est en 2025, n'est-ce pas, que les élections ont lieu, s'il décide de ne pas être candidat, contre l'avis de certains jeunes qui normalement devraient plutôt aspirer, n'est-ce pas, à pouvoir donner le meilleur qu'ils ont, n'est-ce pas, pour pouvoir conduire le pays vers de meilleures destinées après lui, mais qui veulent tout simplement que ce soit encore lui qui soit candidat en 2025. Donc pour nous, on peut dire que tout peut arriver et nous souhaitons, parce que je le dis encore, sur 10 régions du pays en ce moment, il n'y a que 4 régions qui sont viables. C'est-à-dire que 6 régions du pays sont dans des situations difficiles, catastrophiques. Comment ça? Il y a l'extrême nord, le nord, la Damawa, qui sont sous la menace de Boko Haram, totalement. Le nord aussi? Bien sûr, ce sont des régions insécures. Et il y a l'est, où les rebelles centrafricains de temps en temps, n'est-ce pas, font des incursions et qui mettent cette partie du pays en insécurité. Et il y a maintenant le nord-ouest et le sud-ouest qui ont été déclarés économiquement sinistrés. D'accord. Vous comprenez donc qu'il n'y a que 4 régions du pays qui sont actuellement viables. Et ce pays repose sur ces 4 régions-là. Vous avez la parole. Merci. Non. Sur la même question, évidemment. Tout ce que j'ai suivi ici, je n'ai suivi personne de dire qu'il est candidat au poste de président de son parti. Mais c'est très amusant. Le congrès arrive. C'est très amusant à la fin. Est-ce que c'est l'heure de la déclaration des candidatures? Je suis dépassé. Parce qu'il y a, M. Dupita, vous avez des gens ici qui s'amusent. Merci beaucoup, c'est encore le pédantisme. Je suis surpris ici de voir des gens qui demandent aux jeunes du RDPC, en me regardant, d'être candidat à la place de Biya. Mais aucun d'eux ne m'a montré l'exemple en étant candidat dans son propre parti pour remplacer celui qui est là, dans son parti. Mais c'était terrible. À la fin, ça devient même amusant. Ça devient la comédie, ça c'est d'un. Deuxième chose, on me parle de 2008, des émeutes de la faim. J'ai bien vu, quand tu as parlé de 2008, quelqu'un a sursauté. Celui qui supporte était où en 2008? C'est-à-dire, c'est cette comédie-là qui n'est pas bonne. Ton patron était où en 2008? À un moment donné, on se demande même parfois, et c'est ce que le peuple retient de vous, c'est que Mathurin Bion... Non, votre peuple à vous, non. Parce que nous ne sommes pas du peuple. Et c'est que ce peuple-là, oui, non, justement, on n'est pas du peuple. Et le peuple retient qu'en 2008, pendant qu'il y avait les combien de morts, là, les 100 morts dont tu parles, le patron du parti qui estime que c'est lui seul qui peut tirer le pénalty, était assis comme ministre et donnait des cours pour dire qu'il faut changer la constitution en principe. Et aujourd'hui, il estime que la constitution n'est pas bonne. Et c'est ce peuple-là que vous appelez pour vous soutenir. Deuxième chose, le même peuple estime que comment quelqu'un dit qu'il est opposant, mais Paul Biya, le diable, nomme une de ses élus au Conseil supérieur de la magistrature, elle court, elle accepte le poste. Et fait 6 mois sans parler à son président parce que son président n'aurait pas été consulté. Il y a un problème. On se pose des questions, mais les gens vont où? Elle a fait 6 mois sans parler à son président. Je vous donne les informations. Parce que le président n'aurait pas été consulté, il s'est énervé.
Troisième chose. Non, je ne peux pas rebondir face à de telles affaires. D'accord, c'est bon, c'est pas compris. Troisième chose, je je suis surpris d'entendre ici que la justice américaine, c'est-à-dire, vous avez des gens qui n'ont aucune vision, qui pensent qu'il faut toujours dire qu'on vole, on fait ceci, pour que le peuple, donc, si s'estime être les ambassadeurs, les aime. Mais si c'est le cas, il ne devrait pas le dire. Les sont tout simples. Ce peuple-là que tu estimes est martyrisé, ne peut pas envoyer les enfants à l'école. L'inflation, il n'y a que l'inflation au Cameroun. Ailleurs, les prix sont stables et c'est bon. Bon, ça c'est ton point de vue. Mais ce peuple-là qui est autant martyrisé, pourquoi il ne sort pas pour vous suivre, vous, qui lui présentez l'Eldorado et l'Éden, le paradis que vous lui présentez? Il y a donc un autre problème. Le peuple-là estime donc que vous, avec ce qu'il voit, ou des militants du SDF se mettent à insulter John Fundi et vont en Bouddha, créer un autre SDF, le traîne en justice et tout. Les mêmes peuples qui estiment que dans le parti du MNC, lorsque Ndoki estime qu'elle va être candidate, on la traite d'illuminée. Le même peuple voit que là-bas au PCRN, il y a d'autres soucis. Encore que j'ai appris ici que l'administration locale, et je suis, c'est-à-dire, et c'est un militant du PCRN qui le dit, quand il pense que dans certaines mairies, ils ont fait 2-3 ans sans pouvoir tenir un conseil municipal. C'est-à-dire, je me pose des questions. Je me dis, et ce peuple-là vous regarde, ils disent, mais bon sang, voilà des gens qui écument le plateau télé, des studios radio, qui parlent, mais donc, quand ils ont un peu l'expérience de la gestion de la chose, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc, ce que je vous demande, donc, et je continue à le dire, 2025 étant dans 2 jours, parce que vous tous ici, vos partis seront candidats à ces élections qui arrivent, je souhaite que vous les preniez, tout ça que vous voulez, et que vous nous montrez comment on gère les choses. C'est tout simplement ce que vous devez mettre. De là à dire, merci, monsieur. Mathieu Billon, un homme politique à Trump, que Bia rentre au village, c'est un aveu. C'est lui qui a demandé. Non, c'est un aveu d'échec de dire qu'il rentre. Ça veut dire que tu as deux les mains, il t'a dépassé. Mon conseil. Ah, ton conseil. Merci. Ton conseil, Bia. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat de ce soir. Albert, Mathurin, Brice et Charles-Élie. Merci à vous à la maison également d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Nous en sommes à la fin. Mardi prochain, vous aurez une autre édition. Bonsoir. Merci.